Euh, donc, déjà, merci, hein, merci beaucoup de m'accueillir justement dans ce webinaire. Bon, alors, Armin, je vais peut-être m'excuser, moi aussi, déjà, d'avoir fait attendre nos participants, nos auditeurs aussi longtemps. Je les remercie beaucoup d'être fidèles au Comité France pour ce webinaire, qui est donc au lendemain de l'investiture de Biden, dans un Washington qui est ressemblé à un état de siège, où il a prêté serment pour devenir donc le 46e président des États-Unis. Euh, Son investiture et sa présence aura certainement des répercussions sur le Moyen-Orient. C'est ce dont on va parler avec Armin Arifi, qui est grand reporter à l'hebdomadaire Le Point et qui est l'auteur. Armin est franco-iranien. Il est l'auteur de 3 livres sur l'Iran. Les 2 premiers ont des termes très évocateurs qu'il a écrits respectivement en 2009 et en 2010. Le premier, c'est Dentelle et Tchador, et le deuxième, c'est Ruban et Turban, qui a été traduit en anglais, je crois. Et puis en 2019, il a écrit Un printemps à Téhéran, la vraie vie dans une république islamique. Je ne sais pas s'il aura l'occasion de nous toucher un mot là-dessus tout à l'heure. Avant de te donner la parole, Armin, je voudrais simplement rappeler à nos spectateurs que s'ils veulent te poser des questions, ils le font dans le chat et je les poserai à la fin. Ils le font par écrit dans le chat et je le ferai à la fin. Biden retrouve donc la Maison-Blanche après 4 années d'absence. Il connaît bien l'administration américaine puisqu'il a été le vice-président d'Obama. Et il va retrouver un Moyen-Orient, pas tout à fait dans l'état où il l'a laissé, puisqu'il l'a laissé avec un accord sur le nucléaire qui avait été conclu en 2015, qui fonctionnait, on va dire, plutôt bien. Il l'a laissé avec des pays arabes qui n'avaient pas de normalisation, puisque c'est le terme usité avec l'État d'Israël. Et il va retrouver un Moyen-Orient où l'administration Trump a détricoté l'accord sur le nucléaire. Elle a mis des sanctions sur l'Iran. Il va le retrouver avec 2 pays des États arabes qui ont conclu des accords de paix avec Israël, qui sont les Émirats arabes unis et les Émirats arabes unis et Bahreïn, avec un accord de paix franco-palestinien dont on espérait qu'il aboutirait un jour, même s'il allait qu'à un cas sous l'administration Obama, et il n'était plus question sous Trump qu'on parle de 2 États. Et puis, bien sûr, une expansion de l'influence turque sur la région, et puis aussi un blocus qui a été fait et défait par les monarchies du Golfe, en particulier les Émirats et l'Arabie saoudite, à l'égard du Qatar. Donc, Armin, si tu veux bien, nous allons évoquer le sujet à travers 5 axes qui sont à travers 5 pays même, qui sont l'Iran, la Turquie, la Russie, Israël bien sûr et les monarchies du Golfe. On ne va pas parler de l'Irak et de la Syrie que j'appelle des terrains de jeu des problèmes de la région. Donc, si tu es d'accord, on va attaquer directement par l'Iran avec cet accord du nucléaire donc, qui a été défait par Trump. Et il semblerait que Biden reviendra dans le cadre de cet accord, avec quelles conditions pour l'Iran et quel mode de fonctionnement. Armin, c'est à toi. Merci beaucoup, chère Louise, de m'avoir donc invité justement à ce webinaire. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Bon. Oui, oui, tout va bien. Juste avant de commencer, je t'ai mis un lien, parce qu'il y a un lien justement pour les vidéos, pour les problèmes de vidéo sur Zoom. Tu verras si ça peut t'aider ou pas. Mais pour justement répondre à tes questions, moi en fait je suis déjà, enfin, je vais te remercier pour cette invitation.
C'est vraiment avec grand plaisir que je l'ai accepté. Surtout que je pense qu'on vit des moments extrêmement importants. Alors effectivement, comme tu l'as souligné, il s'est passé beaucoup de choses ces dernières années, surtout ces derniers jours à Washington. Mais c'est vrai qu'au-delà de la pandémie de Covid qui sévit, y compris de façon assez forte aux États-Unis, bien sûr, tous les regards sont tournés vers le Moyen-Orient parce que c'est la région qui a peut-être le plus souffert, en tout cas qui a été le plus impactée par Donald Trump et ces 4 années au pouvoir qui ont laissé et vont laisser beaucoup de traces, à mon sens. Et pour commencer, il y a beaucoup d'espoir et parfois d'anxiété aussi, d'inquiétude de la part justement des divers pays de la région. Je sais qu'il y en a beaucoup, notamment au Liban. Moi, je me souviens, j'ai été au Liban pour la dernière fois quelques jours avant la tragique explosion qui a détruit une partie de Beyrouth. Et je me souviens que l'état de désespoir de la population par rapport à la situation économique, par rapport à l'incurie de la classe politique et également en raison de l'influence, c'est ce qui revenait souvent au Liban, l'influence de l'Iran, donc la République islamique d'Iran, par le biais du Hezbollah. Et certaines sources, certaines personnes, certains responsables que j'avais rencontrés me disaient attendons, voyons voir, peut-être que tout va changer après l'arrivée, en cas d'élection, pardon, de Joe Biden à la Maison-Blanche, étant donné qu'il a annoncé qu'il entreprendrait une politique à 180 degrés de celle utilisée par Donald Trump concernant l'Iran. À savoir que Joe Biden l'a dit et l'a répété, il veut retourner dans l'accord sur le nucléaire iranien. Alors, bien sûr, la situation aujourd'hui de l'Iran n'est pas celle d'il y a 4 ans, tout simplement parce que le pays, tout d'abord, est sous sanctions, a énormément souffert des sanctions économiques qui ont visé le régime, mais aussi par extension la population, avec une inflation aujourd'hui énorme et la valeur de la monnaie qui s'est dévaluée, qui a perdu les 2 tiers de sa valeur. Mais au-delà de ça, il y a à peu près un an, l'Iran a décidé, même plus d'un an, 1 an et demi, l'Iran a décidé de reprendre ses activités nucléaires les interdites, les plus prohibées, les plus problématiques, si bien qu'aujourd'hui, il se retrouve à un niveau inquiétant pour la communauté internationale, comme l'a souligné encore récemment l'Europe, mais également comme l'ont fait les États-Unis, à savoir que l'Iran serait, s'il le décidait, à moins on va dire, 6 mois de l'obtention de la bombe atomique, d'après certains experts. Alors, il faut faire très attention, je pense, avec ces considérations, parce que pour l'instant, effectivement, l'Iran a produit de nouveau des matières fissiles, notamment en enrichissant à un degré de 20%, un pourcentage pardon, de 20%, en utilisant des centrifugeuses perfectionnées, ce qui lui permet justement d'enrichir de l'uranium à un niveau bien plus élevé que ce que l'accord sur le nucléaire l'autorisait à faire. Alors, Armin, oui. pardonne-moi, je te coupe. Est-ce que tu peux cliquer sur ta vidéo parce que j'essaie de jouer les apprentis sorciers. Ah, bah ça fonctionne, parfait. Voilà, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Bah, écoutez, je fais bonjour, un bonjour amical à tous les participants. Voilà. Et pour revenir sur ce que je disais… Pardon de t'avoir coupé. Non, je t'en prie, il n'y a aucun problème. Ça fait plaisir, au contraire. Oui, donc aujourd'hui, il y a une urgence, pour dire clairement les choses. Pourquoi? Parce que l'Iran a repris ses activités prohibées. L'Iran, s'il le décidait, pourrait acquérir la bombe en moins d'1 an. C'est ce qu'on appelle le breakout time. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, c'est le délai pour que l'Iran, s'il le décidait, accède à la bombe atomique. Il y a plusieurs façons justement d'accéder à la bombe atomique, l'enrichissement d'uranium, mais également le plutonium. La voie la plus rapide, c'est l'uranium. Aujourd'hui, l'Iran enrichit à un degré plus important que ce que l'accord l'y autorisait. Donc, d'une certaine manière, première chose, on peut dire que c'est un échec de l'administration Trump qui avait décidé, en quittant l'accord sur le nucléaire en mai 2018, d'exercer une pression maximale sur l'Iran pour l'amener à négocier avec Donald Trump un accord global comprenant toutes
tous les paramètres qui posent problème aux États-Unis et à ses alliés, à savoir le nucléaire iranien, mais également les activités régionales de l'Iran, c'est-à-dire son soutien à certains mouvements, dont le Hezbollah libanais, par exemple, mais également le programme balistique iranien. Force est de constater qu'après 4 années de Donald Trump, l'Iran est affaibli, clairement. On l'a vu notamment lors des manifestations qui ont secoué le pays, les manifestations populaires il y a un peu plus d'un an, qui ont été réprimées dans le sang par le régime avec au moins 500 morts, on dira. Mais l'Iran donc, est affaibli, mais l'Iran n'est pas à terre. Le régime est toujours en place et le régime n'a pas mis un terme à ses activités. Certains disent même régionales, certains disent même qu'il n'a jamais été aussi fort. Donc je pense que il faut, entre les deux, il y a sûrement un juste milieu, mais clairement, on voit que le soutien de l'Iran au Hezbollah est toujours aussi constant. Le soutien de l'Iran au régime syrien a toujours été constant. Pareil aux milices chiites iraniennes, au gouvernement central iranien et même irakien, et même aux rebelles houthis. Ça, c'était pour vous donner justement un aperçu. Donc, maintenant, la question de savoir, est-ce que l'Iran veut la bombe? En tout cas, je ne peux pas y répondre. D'après ce qu'on sait, les informations qu'on a, en tout cas qu'ont donné les services de renseignement occidentaux, que ce soit israéliens, américains et même européens, l'Iran aurait entamé par le passé des travaux secrets pour acquérir la bombe atomique, sauf que l'Iran aurait suspendu ces travaux vers 2003 en raison de la guerre, l'intervention américaine en Irak, qui a fait peur, pour dire clairement les choses, aux Iraniens, et qui ont suspendu à ce moment-là leurs activités les plus sensibles, notamment la possible dimension militaire du programme nucléaire iranien, mais qui derrière ont continué d'enrichir de l'uranium. Donc, il y a toujours une volonté iranienne de jouer, de poursuivre ces activités nucléaires, officiellement à but civil, mais parfois, qui peuvent également avoir des finalités militaires. En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, visiblement, c'est que l'Iran n'est pas dans un processus où il aurait décidé d'obtenir la bombe atomique, mais ce qu'il souhaite, c'est d'accroître la pression, notamment sur les Occidentaux, pour derrière obtenir des choses en échange, notamment par exemple la levée des sanctions. Joe Biden, avant même, lors de sa campagne et dans notamment une tribune à CNN il y a quelques mois, avait annoncé qu'il souhaitait à nouveau rejoindre l'accord sur le nucléaire iranien, qui, comme son nom l'indique, ne traite que du nucléaire. Mais il a d'ores et déjà indiqué qu'il, d'une part, ferait ça en concertation avec ses alliés les plus proches dans la région, notamment Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Et deuxième chose, qu'il s'attaquerait également à d'autres questions. Donc, c'est une problématique qui reste extrêmement compliquée. La nouveauté, c'est quoi? La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on a, en gros, on connaît les postes les plus importants de la politique étrangère américaine, en tout cas les nominations les plus importantes. Et force est de constater, lorsqu'on voit par exemple le nouveau secrétaire d'État Anthony Blinken, quand on voit la numéro 2 du département d'État Wendy Sherman, ces deux-là ont été deux des chevilles ouvrières de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, qui connaissent extrêmement bien l'Iran, qui ont négocié justement avec les Iraniens. Première chose. Deuxième chose, on peut regarder le nouveau conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, qui lui a fait partie de l'équipe qui a mené des négociations secrètes avec les Iraniens en 2013, alors que c'était encore Mahmoud Ahmadinejad qui était à la présidence iranienne. Il en va de même, par exemple, pour le nouveau directeur de la CIA, Monsieur Burns, qui est un diplomate de carrière. Donc clairement, on a une équipe aujourd'hui qui connaît très bien les Iraniens et qui incarne ce qu'on appelle la diplomatie, alors que Donald Trump, lui, non, c'était la pression maximale pour mettre l'Iran à genoux et derrière les obliger, les contraindre, leur tordre le bras et les contraindre à signer un accord. Donc, côté américain, il y a cette volonté claire de rejoindre dans un premier temps l'accord sur le nucléaire iranien. Une fois que ceci est fait, évoquer les autres problématiques, à savoir dans un second temps les activités balistiques de l'Iran, les missiles balistiques, et de l'autre côté les activités régionales, ce qui à mon avis intéresse encore plus le public libanais, étant donné que ça concerne directement le Hezbollah. Côté iranien, il faut également se rendre compte de la situation qui est quand même très difficile.
Alors, en Iran, on a un régime, la République islamique, ça fait maintenant 41 ans, mais il y a malgré tout, si le chef de l'État, c'est le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, représentant de l'imam Mahdi, le 12e imam occulté sur terre, c'est lui le commandant en chef des armées, il y a derrière ça un président. Donc il y a le côté justement divin, islamique de l'Iran en la personne du guide, et le côté républicain avec un président qui certes est élu au suffrage universel, même si les élections sont elles-mêmes au départ filtrées, les candidatures sont filtrées par un conseil qui s'appelle le Conseil des gardiens de la Constitution, qui dépend directement du guide suprême. Sans rentrer dans les détails, tout ça pour dire qu'il y a des courants en Iran, au sein même de la République islamique, entre modérés et conservateur, en sachant que le dernier mot revient toujours au guide suprême, qui lui-même est plutôt tenant de la branche conservatrice, même s'il a officiellement un rôle d'arbitre. Clairement, les modérés en Iran, la personne du président Rouhani, même s'il ne faut pas l'oublier, son but premier, c'est quand même de servir la République islamique et de faire perdurer ce régime. Rouhani avait mis tous ses œufs dans le panier du nucléaire iranien, un accord quand même qu'avait respecté l'Iran. C'est intéressant de noter que l'Iran, s'il y a plein de problèmes aujourd'hui avec l'Iran sur la question du nucléaire, l'Iran, depuis la signature de cet accord en 2015, l'avait respecté jusqu'au retrait américain en 2018. L'Iran le respectait, comme en attestaient les différents inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est le garde-fou lié, donc qui dépend de l'ONU, qui permet justement de s'assurer des activités illicites de tel ou tel pays. Et ces inspecteurs ont toujours relevé que l'Iran respectait à la lettre ces accords. Donc, quand Donald Trump dit que c'était le pire accord possible, c'est possible, c'est évidemment c'est un avis, c'est une analyse. Le souci, c'est qu'en se retirant de l'accord, il a poussé l'Iran à son tour à surenchérir en prenant de plus en plus de liberté avec cet accord, juste pour arriver à la situation où on est aujourd'hui. Le souci, c'est qu'aujourd'hui en Iran, il n'y a plus les modérés ou conservateurs modérés. C'est bon, parfois les frontières sont infimes, ont perdu beaucoup de crédibilité par rapport aux conservateurs. Je parlerai ensuite de la population parce qu'il y a un jeu politique en Iran, le véritable courant, tous fidèles à la République islamique pour ceux qui sont autorisés. Et puis derrière, il y a la population. J'en parlerai plus tard si j'ai le temps. Mais clairement, aujourd'hui, en Iran, on a dans 6 mois, au mois de juin, des élections présidentielles extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que l'actuel président Rouhani ne peut pas se représenter. Et il est fort probable que ce soit un conservateur, un peu à l'image d'Ahmadinejad, même si ça ne sera pas tout à fait pareil, parce que Mahmoud Ahmadinejad a pris certaines libertés avec le guide suprême à la fin de son second mandat, ce qui aboutit à sa mise en retrait d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, il y a en gros, il reste 6 mois à ce gouvernement pour négocier avec les Américains. Des contacts ont été établis. Ça va être extrêmement difficile. Ça va être extrêmement difficile. Il y a une volonté de part et d'autre. Mais ça va être extrêmement difficile. Et clairement, pour dire clairement les choses, il est, à mon sens, c'est déjà un miracle si l'administration Biden et le gouvernement actuel iranien parviennent à s'entendre sur un retour dans le cadre de l'accord nucléaire. On ne parle que de nucléaire. Ce serait un miracle parce que la marge de manœuvre est extrêmement étroite. Après, si cela fonctionne, cela peut avoir une influence sur l'élection iranienne parce que les Iraniens, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont de grands pragmatiques. Le but des mollahs, c'est de rester au pouvoir. Alors, ils oscillent entre conservatisme, modération ou pseudo-modération, en fonction également des facteurs extérieurs. Pendant 4 ans, et je sais que c'est quelque chose, c'est intéressant parce que la politique de Trump s'est avérée contre-productive. Sauf que c'était une politique qui, chez certains opposants de la République islamique, y compris au sein même de l'Iran, était populaire parce que certains Iraniens, peut-être qu'ils ne connaissent pas, ne sont pas experts dans les arcanes de la diplomatie, mais qu'on peut comprendre, c'est leur légitimité la plus totale. D'ailleurs, c'est également le cas pour tous les habitants du Moyen-Orient et même d'ailleurs. Chacun a son avis, il n'y a pas de bien, de méchant, il y a des intérêts de toute façon partout. Beaucoup se disaient, enfin, un président qui tape du poing sur la table avec les mollahs. Le souci, c'est que Trump, son but n'a jamais été de renverser le régime iranien. Lui voulait un accord à ses conditions. Ce n'est peut-être pas le cas de son administration. Certains de son administration, comme Mike Pompeo, l'ancien patron de la CIA devenu secrétaire d'État, ou John Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui est vraiment un néoconservateur. Mais clairement, on a bien vu à plusieurs reprises, notamment lorsque les Iraniens, il y a 1 an et demi, ont abattu un drone américain, un très grand drone américain,
prêt. Alors, était-il dans l'espace aérien iranien? Oui, non, on n'est pas sûr. En tout cas, Trump avait clairement l'occasion de riposter en Iran. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas été élu sur la promesse de poursuivre des guerres au Moyen-Orient. Au contraire, et ça s'inscrit dans une politique plus durable des États-Unis. Il y a une volonté aujourd'hui, et ce n'est pas une illusion des Américains, de se retirer petit à petit de la région. Donc, clairement, pour terminer, sur le cas iranien, je pense que ça va être le dossier principal de politique étrangère de Joe Biden. Je pense que Donald Trump, en tout cas sa politique est un échec parce que le régime iranien est toujours là, même si ce n'était pas son souhait, et que l'Iran est plus que jamais avancé sur son programme atomique. Maintenant, si vous demandez mon avis par rapport à l'expérience que j'ai, ayant moi-même été correspondant en Iran il y a cela 16 ans maintenant, le but ultime de l'Iran n'est pas d'avoir la bombe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que s'ils commencent des travaux sur la bombe, la décision est prise, ils veulent avoir les capacités pour qu'un jour, s'ils le décidaient, de voir selon. En tout cas, de faire, dans leur jeu de poker, d'augmenter leurs mains. Mais ils savent très bien que s'ils entamaient vraiment des travaux pour la construction de la bombe, il y aurait derrière un raid israélien. Ils le savent pertinemment. Israël, d'ailleurs, qui a montré au passage qu'il avait de très grandes informations très précises sur les activités nucléaires de l'Iran en organisant, en étant, et bon, il y a peu de doute là-dessus, à l'origine d'une explosion dans une usine abritant des centrifugeuses perfectionnées à Natanz, dans une ville au centre d'Iran, près d'Ispahan, en août dernier. Donc clairement, il y a toujours eu cette tentation israélienne de, entre guillemets, c'est pas nouveau, ils l'ont fait auparavant avec la Syrie ou avec l'Irak, de se faire justice soi-même. Sous Obama, Netanyahou, déjà au pouvoir, le pensait aussi. Obama ne le souhaitait pas. Trump, visiblement, ne le souhaitait pas non plus. S'il le souhaitait, je pense que cela aurait été fait, y compris dans la période extrêmement tendue que l'on vient de vivre, avant qu'il quitte la Maison-Blanche. Je doute personnellement que les Israéliens décident de le faire sous Joe Biden, sauf s'ils ont des arguments très précis à faire valoir. Et là-dessus, encore une fois, les Iraniens ont fait preuve par le passé de beaucoup de pragmatisme. Leur but, aujourd'hui, on voit très bien, en augmentant, ils se disent, écoutez, les Américains se retirent, de façon, d'une certaine manière, illégale, même si d'après le traité, comme ce n'était pas un traité, ils avaient potentiellement le droit. En tout cas, l'Iran respectait l'accord, les Américains se sont retirés, ils se sont dit, alors, à notre tour, on va prendre des distances pour augmenter notre main, si bien qu'aujourd'hui, il y a une crainte de la communauté internationale qui sent aussi la nécessité pour toutes les parties de revenir dans l'accord. Donc moi, je pense que ça va être très ardu, mais qu'il est possible éventuellement d'arriver à un accord. Ce qui serait une très bonne chose, parce que si accord il y a avec l'Iran, déjà, je pense que ce serait une très bonne chose pour la population iranienne, qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, est une population très, on va dire, assez pro-occidentale en fin de compte. Assez pro-occidentale et assez anti, enfin, il ne faut pas rentrer, je dirais, dans les caricatures, mais il suffit de faire un tour en Iran pour se rendre compte que la population iranienne est à des années-lumière de son régime. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas religieuse, ça ne veut pas dire qu'il y a des conservateurs dedans, qu'il y a également des partisans du régime, mais c'est fou quand on se rend en Iran de constater à quel point il y a une dichotomie, même une schizophrénie profonde. Donc, pour la population iranienne, effectivement, le fait qu'il y ait une levée des sanctions, je me souviens pour avoir été en Iran en 2016 au lendemain de l'accord sur le nucléaire, la vague d'espoir immense pour la jeunesse iranienne de voir les sanctions levées et les entreprises étrangères se précipiter en Iran. Mais ça, j'y reviendrai à la fin. Donc voilà, ça c'était le premier thème qui était l'Iran. Je ne vais pas être trop long pour pouvoir évoquer les autres. Armin, si on revenait quand même sur les conditions de Biden pour revenir dans l'accord, bon, on a compris que l'Iran ne souhaite pas vraiment acquérir la bombe. Mais quelles seraient les conditions du côté américain? C'est-à-dire, les sanctions, on a vu qu'elles ne donnaient pas le résultat escompté. Parce que les sanctions de Trump ont été alourdies, mais ça a été un poids pour la population iranienne, puisque l'État iranien a continué à s'enrichir en uranium, il a continué dans la fabrication de la bombe, il a continué avec ses alliés dans la région. Donc, les sanctions ont finalement été un poids pour la population.
Si maintenant on voulait revenir dans l'accord, j'imagine qu'il y aurait une diminution des sanctions, Alors, un déjà, affaiblissement des sanctions, non, mais avec quelle contrepartie? non, clairement, aujourd'hui, ce qui est reproché à l'Iran, et là où l'Iran agit, l'Iran qui n'a pas officiellement quitté l'accord sur le nucléaire, agit dans l'illégalité, c'est qu'il a repris l'enrichissement. L'Iran devait enrichir à 3,5% avec un nombre limité de centrifugeuses et le combustible nucléaire ne devait pas excéder un certain nombre de tonnes, le reste devait partir en Russie. L'Iran a repris un enrichissement, a augmenté son stock de combustible. L'Iran a commencé à enrichir au-delà des 3,5%, ce qui implique 3,5%, c'est vraiment une utilisation purement civile, l'argument de l'Iran. Aujourd'hui, on en est à 20% avec des centrifugeuses beaucoup plus évoluées. Donc, tout ça correspond, encore une fois, à diminuer ce qu'on appelle, ce que j'ai dit tout à l'heure, le breakout time, c'est-à-dire le temps qu'il faudrait à l'Iran pour se doter de la bombe s'il le décidait. Armin, ce n'est pas l'aspect technique que je voulais évoquer, c'est l'aspect diplomatique. Dans quelles conditions on va revenir dans l'accord? Eh bien, clairement, il faut, ce que disent les Iraniens, et la question c'est la séquence, mais les Américains disent, on va lever les sanctions notamment financières, parce que l'Iran ne peut plus aujourd'hui exporter son pétrole, ou alors une infime partie, de façon illégale, en contrebande. L'Iran surtout, et c'est ça l'arme redoutable dont disposent les Américains vis-à-vis des Iraniens, mais même vis-à-vis du monde entier, c'est le dollar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour une entreprise, même une entreprise qui n'est pas américaine, de commercer avec l'Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que par exemple, si je suis une entreprise pharmaceutique et que des Iraniens me demandent des vaccins, pour dire clairement les choses, contre le Covid, en sachant que l'Iran est durement touché par le Covid-19, il va être très difficile pour moi, en tant qu'entreprise, on va dire française, de vendre mes vaccins. Pourquoi? Parce que si je suis payé, si on fait des transactions financières, donc en dollars, qui est la monnaie de base, avec l'Iran, je risque de me retrouver sur la liste des organisations terroristes, Exactement. en tout cas des entreprises épinglées, en tout cas par le Trésor américain, au nom de l'extraterritorialité. Donc clairement, ça a été extrêmement difficile pour l'Iran d'importer toutes sortes de denrées. Maintenant, il ne faut pas non plus, et c'est ça aussi, c'est là que c'est très compliqué, la population iranienne a été, je pense, la principale touchée. Le régime, malgré tout, a été affaibli, clairement, en devises, en absence de devises dans la Banque centrale, dans ses réserves. Effectivement, et je vois cette question qui est soulevée, certains gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, qui sont sous sanction depuis 40 ans, connaissent très bien les façons de contourner, mais il est faux de dire que le régime iranien n'a pas été affaibli. Il a été affaibli. Et il est vrai peut-être que sur le long terme, peut-être, on n'en sait rien. Ça aurait été extrêmement difficile pour le régime par rapport notamment à une révolte populaire qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser en Iran, quand les Iraniens sont mécontents de l'augmentation des prix, donc l'inflation, mais également la dévaluation de la monnaie, ils manifestent quand ils le peuvent, ce qui est rare, contre le régime et pas contre les Américains. Pour terminer sur ce que vous avez dit, donc les conditions, c'est quoi? C'est une levée totale ou progressive, je pense progressive des sanctions américaines contre donc, le système financier, le système, enfin les exportations de pétrole et un tas de matériaux qui peuvent être liés plus ou moins liés au nucléaire. Le problème, c'est que les définitions sont très très vastes et peuvent être interprétées différemment. Et l'Iran retrouve du coup des recettes de l'exportation de son pétrole, peut à nouveau communiquer avec le reste du monde. Et l'Iran, de son côté, c'est ce qu'a annoncé le président Rouhani, va à nouveau réduire ses activités problématiques et être en totale conformité avec l'accord. Donc ce serait comme ça. À ce moment-là, voilà, les Américains reviennent dans l'accord, les Iraniens ils n'ont pas quitté, mais du coup ils sont en pleine conformité. Et à ce moment-là, cette confiance servirait de base pour évoquer les autres questions problématiques pour les Américains, mais surtout pour les alliés des Américains, à savoir le rôle régional qualifié notamment en Occident de déstabilisateur, et d'ailleurs par les pays arabes de déstabilisateur de l'Iran, dans la région. Maintenant, moi, ce que je peux vous dire pour terminer sur ce point-là,
ça s'annonce extrêmement compliqué parce qu'on a souvent tendance, et ce n'est pas du tout prendre le parti des mollahs du régime que de dire ça, mais je pense qu'il est quand même intéressant de se mettre dans la tête des dirigeants iraniens, donc du régime. Les dirigeants iraniens n'ont aucune confiance dans l'Occident et encore moins dans les États-Unis. Aucune confiance parce que depuis... Alors, il y a des raisons pour ça. Hein. Prise d'otage de l'ambassade américaine en 1979, soutien à Saddam Hussein durant la guerre Iran-Irak, avec fourniture à Saddam Hussein d'armes chimiques. D'ailleurs, à l'époque, ce que me disent aujourd'hui les Iraniens, c'est si à l'époque on avait des missiles, cette force de frappe de missiles balistiques qu'on a aujourd'hui, jamais Saddam ne nous aurait attaqué. C'est intéressant, non pas pour dire que les Iraniens ont raison, mais dans leur façon de penser. Le retrait américain unilatéral de l'accord sur le nucléaire en 2018 par Donald Trump a sonné comme une confirmation de ce que prédisaient les plus conservateurs en Iran depuis des années, à savoir qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains. Personne ne pensait à l'époque que ce seraient les Américains qui sortiraient de l'accord. Ouais. Beaucoup pensaient que ce seraient les Iraniens qui, par fourberie, parce qu'ils ont déjà menti par le passé, on est clair là-dessus, notamment ils ont caché leurs activités sur le nucléaire qui ont été révélées par un groupe d'opposition en 2002, c'est là qu'a commencé la crise. Les Iraniens, pour le coup, sur l'accord sur le nucléaire, ils respectaient, ils se sont fait trahir. Les Européens qui sont restés dans l'accord, ils ont fait attendez, l'Iran, revenez, notamment la France. Mais la France, quel est son levier de pression face aux sanctions américaines? Zéro. 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 Et c'est beau de la part de Le Drian, par exemple, notre ministre des Affaires étrangères ici, de dire attention, l'Iran, c'est pas bien, c'est inquiétant. Il a raison sur le fond. Mais les Européens n'ont jamais pu, pendant un moment, les Iraniens ont cru qu'ils pouvaient faire confiance et que les Européens pourraient contrebalancer. Mais aujourd'hui, que pèsent les Européens? C'est une question aujourd'hui dans l'échiquier international, en tant que puissance. Donc, pour terminer, et là-dessus, après on partira sur autre chose, moi, j'ai bien peur que dans la tête, en tout cas, des dirigeants iraniens, notamment le guide suprême, jamais ils n'acceptent de transiger sur leur programme balistique parce que pour eux, c'est leur assurance vie. Ils se disent, Saddam Hussein s'est débarrassé de ses armes de destruction massive, Kadhafi l'a fait, ils ont été les deux renversés. Nous, mollahs iraniens, on ne le fera jamais. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les Iraniens. Pour ce qui est des activités régionales de l'Iran, ça sera du cas par cas. En revanche, donc aujourd'hui, l'allié à moindre coût qui cause beaucoup de problèmes, notamment aux adversaires principaux des Iraniens dans la région, ce sont les Houthis au Yémen, qui balancent des missiles d'ailleurs souvent de fabrication iranienne. Mais est-ce qu'on peut imaginer que cet accord reviendrait avec comme condition une moindre implication de l'Iran dans la région? Pas dans un premier temps. Et je pense vraiment que si l'équipe Biden, pour l'Iran, c'est hors de question, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, et là-dessus, leur argumentaire est intéressant. Ils disent, attendez, ce n'est pas nous qui avons quitté formellement l'accord, ce sont les Américains. Donc venez, nous, les Américains, nous, on reviendra et après, on discute. Même si, moi, je pense que sur la question du balistique, ils ne reculeront pas. Sur la question régionale, ça sera différent. Après, il faut savoir aussi, et c'est une chose importante à savoir pour l'Iran, je pense que nos interlocuteurs libanais le savent pertinemment, l'Iran, ce n'est pas comme... en France, on a un pouvoir vertical. Tout en haut, c'est Macron. En Iran, c'est également le cas, parce que tout en haut, il y a le guide suprême, mais qui n'est pas élu, qui est nommé à vie. Mais derrière, il y a un pouvoir bicéphale entre le pouvoir élu, fidèle à la République islamique, mais qui est plus, on va dire, ils sont tous pragmatiques, mais qui est plus, en tout cas dernièrement, des gens qui sont des experts, qui sont des diplomates, comme par exemple Mohammad Javad Zarif, le très brillant, ce qu'il faut dire, il est quand même brillant, diplomate et chef de la diplomatie iranienne. Et puis à côté, on a autre chose, on a ce qui agit en dehors des sentiers battus, les canaux officiels, les gardiens de la révolution, la fameuse toile qu'a tissée pendant des décennies le général Rassem Soleimani, qui a été éliminé dans une frappe américaine, assassiné il y a un an, avec malgré tout des conséquences, car son successeur, Kahani, n'a pas le charisme qu'avait Soleimani, il ne parle même pas l'arabe, c'est pour dire. Donc, moi, je pense que après, les négociations vont commencer. Si ça se passe bien, derrière, les négociations peuvent commencer. Les choses les plus faciles aujourd'hui, étant donné, et c'est ça aussi qu'il faut dire, que on n'est pas dans le manichéisme, mais il y a tellement d'erreurs qui sont faites dans la région, déjà de la part des Américains et de leurs alliés, par exemple, à mon sens, même si je comprends totalement
pour l'intervention saoudienne au Yémen, parce que les Houthis, les rebelles, fondaient sur Aden. Ils étaient déjà emparés de la capitale Sanaa et ils fondaient sur Aden. Pour l'Arabie saoudite, c'était hors de question. Le Yémen sur leur arrière-cour. Sauf qu'après 5 années, 6 années même bientôt de guerre sanglante, ils sont complètement embourbés. Et il faut dire que les rebelles Houthis, qui font quand même partie de la population yéménite. Après, bon, c'est un parti quand même religieux, il y a quand même certaines similitudes avec l'Iran, même s'ils ne sont pas des chiites du haut décimains, comme les Iraniens. Au fur et à mesure que la guerre s'est enlisée, que les Saoudiens se sont enlisés, les Iraniens ont augmenté leur aide, si bien que, c'est là aussi un secret de polichinelle, les attaques qui ont eu lieu contre le complexe pétrolier saoudien, qui ont traumatisé beaucoup de gens en Arabie saoudite, contre le complexe d'Abqaiq en septembre 2019, sont vraisemblablement liés à l'Iran. Peut-être que ce sont, enfin, in fine, des Houthis qui ont tiré, j'en suis pas sûr, mais voilà. Donc, c'est-à-dire que les Iraniens profitent des erreurs pareilles. Pour terminer, la guerre en Irak, l'invasion en Irak, j'en parlais d'ailleurs avec beaucoup de Libanais quand j'étais sur place, mais comment imaginer, enfin, au nom de l'idéologie à l'époque de George Bush, les Américains ont débarrassé l'Iran de l'un de leurs pires ennemis, Saddam Hussein, qui n'était certes pas aussi fort qu'au moment de la guerre Iran-Irak, mais ils ont fait le lit de la majorité chiite en Irak. Et du coup, étant donné que beaucoup de partis à l'époque étaient exilés en Iran, aujourd'hui, ils ont d'une certaine manière, même s'il ne faut pas là aussi rentrer dans les caricatures, mais offert sur un plateau une partie, en tout cas de l'Irak, à l'Iran. Donc, tout sera une question de négociation. Et enfin, pour terminer pour le Hezbollah, oui, parce que les Libanais ont toujours peur que les choses dans la région se fassent sur leur dos, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a souvent été sacrifiés sur l'autel de la région, on va dire. Et quel est l'espoir qu'on peut donner aux Libanais à moyen et long terme sur les actions du Hezbollah? Parce que si je te suis dans ce que tu décris, le régime iranien ne va pas faiblir de sitôt et c'est lui qui va imposer ses conditions pour revenir dans l'accord. Donc, il ne va pas diminuer de sitôt ses activités dans la région. Alors, ce n'est pas lui qui va fixer, à mon avis, ses conditions par rapport à l'accord, parce que l'accord, l'Iran le respecte. Je caricature un peu. Non. Pour ce qui est... Bon, encore une fois, moi, je n'ai pas de solution miracle, et je comprends, et d'ailleurs, ça me... pour voyager beaucoup dans la région, dès que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit des dirigeants saoudiens et émiriens, pour beaucoup de populations, notamment de populations sunnites, mais aussi arabes sunnites, mais aussi arabes chiites, hein. C'est intéressant d'ailleurs à ce niveau-là de discuter avec que ce soit les chiites au Liban, les chiites en Irak, de voir les mouvements de contestation qui sont nés. Il y a un problème effectivement avec l'ingérence de l'Iran et l'influence de l'Iran. Maintenant, l'histoire a quand même montré, récente et même moins récente, que ce n'est pas forcément en tordant le cou des Iraniens qu'on arrive à obtenir le plus d'eux. C'est ce que l'histoire nous montre. Voilà. Maintenant, quand on se focalise sur le Hezbollah aujourd'hui, d'une certaine manière, dans le cadre de cette pression maximale contre l'Iran, le Hezbollah a été visé par les sanctions de façon très forte par l'administration américaine. Est-ce que ça l'a affaibli ? Je n'en ai pas le sentiment. Est-ce que le Hezbollah est lié d'une certaine manière à beaucoup à perdre avec la crise politique actuelle au Liban ? Oui, ça c'est clair. Ainsi que tous les autres partis de ce qu'on appelle, ce que les Libanais appellent les partis au pouvoir, la clique politique. Maintenant, moi, ce que je peux dire de ce que je sais, de ce que je vois, encore une fois, je n'ai pas la science infuse et je ne suis qu'un observateur de tout ce qui se passe. Et moi, au contraire, j'essaie de parler à tous les spécialistes pour prendre le pouls de tout ce qui se passe. Il ne faut pas que les Libanais pensent que c'est ce qui va se passer à l'extérieur qui va tout modifier dans les équilibres intérieurs du Liban. Donc, il ne faut pas mettre trop d'espoir dans l'arrivée de Biden, comme il ne faut pas non plus le sous-estimer. Moi, je pense que le fait qu'il y ait des négociations entre Biden, bref, la manière forte n'a pas fonctionné. Et Trump n'est pas resté 4 années de plus. Si Trump était resté 4 années de plus, peut-être que ça aurait changé les choses. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il veut renouer Biden la diplomatie avec l'Iran. Du coup, il va y avoir des dialogues. Du coup, ils vont parler de choses sérieuses. Et du coup, d'une certaine manière, ce sera intéressant à voir,
je pense que les Saoudiens, tôt ou tard, reprendront langue avec les Iraniens. Il ne faut pas oublier que ce qui arrive aussi au Liban est lié à l'antagonisme, non pas uniquement entre les États-Unis et l'Iran, mais également entre les Saoudiens et l'Iran. Au bout d'un moment, il va falloir que tout ce beau monde s'assoie autour d'une table et discute. Parce que les menaces, c'est intéressant de voir là-dessus ce qui s'est passé avec les Émirats, parce que les Émirats, ce sont ceux peut-être qu'on entend le moins, mais qui se bougent le plus, qui sont peut-être même le plus virulents en coulisses, que ce soit contre les ingérences iraniennes ou dans la reprise des négociations. À partir du moment où les Iraniens ont commencé, ce n'est pas un secret de dire que c'était les Iraniens qui étaient derrière les mines placées contre des cargos pétroliers dans le détroit d'Ormuz et dans le Golfe Persique. Très rapidement, les Émiriens ont compris que les Américains ne les protégeraient pas derrière et qu'il fallait reprendre langue avec l'Iran. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Bon, la situation est un peu plus calme entre les deux pays, qui de toute façon ne peuvent pas se faire la guerre parce que ce ne sont pas les mêmes forces, première chose, et qu'ils sont voisins. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tous ces gens reprennent langue et peut-être que l'étau va se desserrer autour du Hezbollah et que ça permet. Après, je parlais dans la politique fiction. En tout cas, je ne vois pas dans un avenir très proche ce que j'ai toujours dit, à court terme, le régime iranien tomber. Je ne vois pas le Hezbollah tomber. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, d'un point de vue iranien, c'est leur plus belle vitrine. C'est-à-dire que c'est leur succès. Moi-même, j'ai été surpris quand j'ai fait effectuer les reportages sur le Hezbollah, de voir que j'ai l'impression que à Dahiyeh, dans le sud de Beyrouth, les gens étaient plus pro-iraniens, plus pro-régime iranien qu'en banlieue de Téhéran. C'était incroyable, parce que c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que il suffit de faire un tour en Iran pour voir que l'Iran, ce n'est pas un pays normal. L'Iran, il n'y a pas d'études menées là-dessus, mais une majorité de la population est opposée au régime iranien, est opposée clairement au régime iranien. Maintenant, c'est une population qui a déjà fait une révolution il y a 40 ans contre le Shah. D'ailleurs, ce n'est pas une révolution, à mon sens, islamique, mais une révolution qui aboutit à l'établissement d'une république islamique. Et ils ont eu pire. Donc la révolution ratée avec les lendemains qui déchantent, ils connaissent. Certains disent même qu'elle a été confisquée par les islamistes. Bon, ils étaient quand même partie prenante de cette révolution. Deuxième chose, la guerre, les affres de la guerre que connaissent très bien les Libanais, les Iraniens la connaissent aussi. Ils gardent en mémoire tout ce qui s'est passé durant les 8 ans de la guerre Iran-Irak, le fait que le monde entier soutenait Saddam Hussein avec livraison d'armes chimiques, avec livraison d'avions, contre l'Iran, qui a pu avoir quelques armes par le biais des États-Unis, d'ailleurs à l'époque via Israël, l'affaire Iran-Contra. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que cette guerre a traumatisé les Iraniens, et cette guerre aussi a servi, je dirais, d'exemple, ou plutôt servi d'exemple aux dirigeants iraniens pour se dire maintenant, et c'est un peu ça leur stratégie, leur doctrine, la défense en avançant, c'est-à-dire que pour que plus jamais notre territoire soit envahi, on va, pour caricaturer, foutre le bordel dans les pays limitrophes de la région pour affronter dans ces pays-là les États-Unis et leurs alliés pour que plus jamais, avec cette dissuasion, plus jamais on puisse être renversé. Parce que c'est la hantise des Iraniens. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus parce que là, je divague un peu, mais les Iraniens, on l'a très bien vu, l'assassinat de Soleimani, ils ne l'ont pas digéré. C'était une terrible perte pour eux. Ils pensaient qu'ils étaient intouchables, clairement. C'était leur vrai ministre des Affaires étrangères, en quelque sorte, entre guillemets. Exactement, exactement. Avec la fibre plus, en plus avec au passage la fibre défense, mais qui était directement lié au guide. Il lui répondait directement, il recevait ses ordres de lui, donc sans aucun processus ni démocratique, quoi que ce soit. Les Iraniens ne pensaient pas que Donald Trump, qui n'avait pas montré une volonté justement d'entreprendre une action guerrière contre l'Iran, ne pensait pas qu'il s'en prendrait comme ça dans un pays tiers à Rassem Soleimani. Derrière, on pouvait s'attendre, les Iraniens étaient en train de se dire « Oh là là, vous allez voir, notre vengeance sera terrible, vous allez voir, ça va être incroyable ». Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Iraniens? Et c'est là que ça montre leur pragmatisme. Ils ont visé une base américaine, il y a plusieurs bases, 2 bases américaines en Irak, tout en prenant soin au préalable de prévenir les Irakiens afin que préviennent les Américains pour qu'il n'y ait aucun mort. Parce qu'ils savaient pertinemment qu'au moindre mort, Trump ferait la guerre à l'Iran. Et ça,
là-dessus, ils savent très bien que s'il y a une guerre américaine, alors ça sera un bourbier pour les États-Unis, mais l'Iran n'en sortira pas non plus victorieux. Et là, ils veulent l'éviter. Pour finir sur l'Iran, Armin, mais à travers le Liban aussi, corrige-moi si je me trompe, l'administration, j'allais dire Obama, l'administration Biden a clairement fait savoir que il ne travaillerait pas entre guillemets avec le Liban si le Hezbollah continue à faire partie du pouvoir en place, si le Hezbollah continue à recevoir des armes de l'Iran, si ils incitent même l'Europe à mettre le Hezbollah, toutes les branches du Hezbollah, puisque l'Europe fait la distinction entre la branche armée et la branche politique, ce que ne fait pas les États-Unis, etc., etc. Donc, tu as raison de dire qu'il faut que les Libanais arrêtent d'attendre le Messie et la solution de l'extérieur. Mais si on met bout à bout ce que tu viens de dire sur l'Iran et ce que l'administration Biden a fait savoir sur sa vision du Hezbollah au Liban, tant que le Hezbollah reste une partie importante du pouvoir au Liban et tant que les Libanais eux-mêmes n'auront pas fait ce qu'il faut à l'égard du Hezbollah, il y a peu de chances de voir les choses se solutionner de ce côté-là. Alors, moi, je n'avais pas vu, pour le coup, ces déclarations de Biden. Je ne sais pas si elles sont récentes ou si elles datent de la campagne présidentielle. Elle date il me semble, d'il y a quelques jours avant son investiture. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que je ne pense pas, ce qu'il faut là, c'est un jeu à plusieurs bandes. Il y a quand même deux fondamentales dans le Moyen-Orient pour les États-Unis, c'est que leur allié indéfectible et jusqu'au bout, c'est Israël. La sécurité d'Israël, c'est la priorité et ça ne changera pas. L'Arabie Saoudite reste le plus grand allié arabe des Américains, qui ne sont pas prêts à se sacrifier pour ses beaux yeux, mais ce n'était pas parce que Biden, en campagne, a dit a parlé d'État paria que la relation avec l'Arabie Saoudite va changer du tout au tout. Peut-être qu'ils seront plus critiques, mais la base restera la même. Pour ce qui est du Hezbollah, moi je vois mal Biden reculer sur les sanctions visant le Hezbollah, de la même manière, et peut-être également par rapport à Israël, clairement il faut dire les choses. Maintenant, que les Américains aient des positions maximalistes quant à la présence du Hezbollah au sein du gouvernement libanais, moi je doute aujourd'hui, je pense qu'ils sont quand même plus réalistes, plus pragmatiques, qu'ils se tirent des balles dans le pied en exigeant dès le départ comme condition qu'il n'y ait pas de membres du Hezbollah au sein du gouvernement. Il peut y avoir après des déclarations publiques, mais on peut mettre la barre plus haut et puis faire des concessions en cours de route. Voilà, après, voilà. Après, voilà, il y a quand même eu des choses, des sanctions très ciblées par rapport à certains proches du Hezbollah, de Hamal, et également, par exemple, quelqu'un comme Jebran Bassil. Moi, je pense que là-dessus, la pression américaine va se poursuivre, mais peut-être qu'elle sera moins vocale par rapport au Hezbollah et à l'Iran. Donc, c'est à voir. Je pense que après, je ne sais pas, mais je pense oui. Je pense clairement qu'ils seront moins durs. Ils seront moins durs, mais ils ne peuvent pas non plus, par rapport au Hezbollah, mais ils ne peuvent pas se permettre de reculer, ne serait-ce que par rapport à Israël. Maintenant, d'imaginer que le Hezbollah, et moi, ça c'est ce que montre l'Iran. L'Iran, et là-dessus on revient au rôle régional de l'Iran. L'Iran a montré depuis toujours, et encore plus ces dernières années, que lorsque ses intérêts directs sécuritaires sont en jeu, il ne se prive pas pour tuer, que ce soit de son propre chef en Iran. Voilà, aujourd'hui, il faut dire la vérité, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle il n'y a pas de révolution en Iran. J'ai parlé des révolutions par le passé qui ont raté, le fait que les Iraniens veulent juste vivre, mais on a vu, et je pense que c'est très intéressant, lors des révoltes en Irak, à quel point des milices liées à l'Iran pouvaient tuer, pouvaient mater dans le sang. Ça, ce n'est pas un problème. Et là-dessus, je trouve même
que d'une certaine manière, alors peut-être que ça va vous paraître étrange ce que je veux dire, parce que le Liban pardon, a beaucoup moins l'habitude de ces effusions de sang depuis la fin de la guerre civile, mais je trouve que il y a eu en gros très peu de véritable répression sanglante au Liban comparé par exemple à ce qui s'est passé en Iran ou en Irak. Ce que je veux dire par là, c'est que honnêtement, j'ai du mal à voir l'Iran lâcher du lest véritablement. Après, il peut y avoir le discours, oui, bien sûr, si vous voulez comme ça, mais lâcher ce joyau qu'est pour elle, encore une fois d'un point de vue iranien, le Hezbollah, à savoir un mouvement qui constitue une menace directe pour Israël, qui lui permet d'avoir son mot à dire dans la région et notamment au Liban, qui lui permet aussi le Hezbollah de sauver Bachar el-Assad, en tout cas d'arriver à la rescousse de Bachar el-Assad quand il le faut, quand bien même ce Bachar el-Assad est arabe, c'est-à-dire d'envoyer des Arabes tuer des Arabes, c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, ça m'a marqué, ces discussions que j'ai eues justement avec des familles de soldats du Hezbollah tués en Syrie, et je leur disais, mais après, il y avait une part certainement de propagande, peut-être qu'ils ne me disaient pas tous, mais comment est-il envisageable que au départ, un mouvement qui a été fondé contre Israël se retrouve à combattre j'ai fait une boulette en parlant, je m'en excuse, mais je parlais bien justement des Arabes sunnites, en majorité sunnites de l'opposition, face aux combattants chiites du Hezbollah. Mais d'une certaine manière, c'est quand même des peuples qui sont extrêmement proches, peuples qui sont tous les deux arabes, peut-être pas de la même confession, mais au bout d'un moment, comment est-il possible d'articuler ça au niveau de l'argumentation? Et quand je parlais justement à ces familles, elles me disaient oui, mais vous ne savez pas tout. En fait, l'opposition, c'est Daesh, c'est une création d'Israël et des États-Unis. Bon, bref, c'était le discours avec un brin de propagande et peut-être aussi de conviction qui me sortait. Mais à partir du moment où l'Iran a dit il faut y aller, ils ont été. Le Hezbollah a servi également à l'Iran à entraîner les rebelles Houthis. Les Hezbollah leur sert également à entraîner des miliciens en Irak. Le Hezbollah, c'est le modèle. D'ailleurs, on voit bien que l'Iran est en train de tenter de refaire de sorte de Hezbollah bis, même si les liens ne sont pas aussi étroits, mais en Irak. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, on voit en Irak ces milices qui font partie, pour une partie d'entre elles, du gouvernement, qui ont un pouvoir considérable, qui empiètent sur les plates-bandes du Premier ministre, qui se retrouvent pris en otage. Donc voilà, à chaque fois en fait qu'il y a des mouvements qui surfent sur des discriminations de la minorité chiite ou une injustice par rapport à Israël comme ça, l'Iran intervient. Et là-dessus, c'est un peu comment dirais-je, le legs de ces 40 années de République islamique, pour le plus grand malheur de une partie de la population de ces pays-là, mais je vois mal l'Iran reculer là-dessus, ou peut-être uniquement à la marge. On va revenir, puisqu'on était sur les Houthis, on va rester dans cette région du monde et parler des monarchies du Golfe et de l'Arabie saoudite, même si on inverse un peu le rythme. Il y a quelqu'un qui me fait observer parmi les auditeurs, bon, on va pas faire la surenchère du sang dans la région, parce que Dieu sait s'il y en a eu et dans tous les pays, mais qu'il ne faut pas oublier les assassinats ciblés des leaders politiques et intellectuels libanais qui étaient opposés au Hezbollah. Et il a raison de le mentionner. Et je ne veux pas dire que ça peut recommencer n'importe quand, mais on n'est jamais à l'abri. Bien évidemment, oui. Puisque tu as évoqué les Houthis, les monarchies du Golfe ont donc, en particulier les Émirats arabes unis et Bahreïn, ont donc conclu un accord de paix de normalisation avec Israël. Je crois que l'administration Biden va pousser dans ce sens avec ces pays-là. Ça me paraît même évident. Qu'en est-il de ces futurs rapports avec l'Arabie saoudite, en particulier avec MBS, qui avait bénéficié d'une diplomatie un peu particulière, dirons-nous, sous l'administration Trump? Juste par rapport à ta question, par rapport à, donc MBS par rapport à Israël ou MBS par rapport au Yémen? Non, voilà. L'Arabie saoudite par rapport au Yémen et donc en rapport avec l'Iran, et puis MBS par rapport aux États-Unis.
aujourd'hui? Je pense que en fait, c'est assez simple. MBS a eu, et l'Arabie Saoudite en général, a eu à leur côté un dirigeant, donc Donald Trump, qui était aligné sur toutes leurs positions. Ils étaient totalement d'accord, notamment sur le fait de réaliser une pression maximale sur l'Iran. MBS, moi, je fais partie de ceux, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas là pour juger comme ça. Je trouve qu'il y a des choses, je refuse de voir les choses en blanc ou en noir. Au départ, le plan Vision 2030 d'MBS et le plan économique est une nécessité réellement pour l'Arabie Saoudite. Parce que les prix du pétrole ont chuté depuis quelques années, parce que la population saoudienne n'est pas assez qualifiée, ne travaille pas assez, parce que il y a, je pense, trop d'expatriés à des postes clés qui pourraient revenir à des Saoudiens, et parce qu'il faut qu'il y ait des réformes dans ce pays-là. Donc là-dessus, MBS, sur le papier, au départ, a entrepris justement des réformes économiques qui d'ailleurs étaient saluées par beaucoup de gens, notamment, je me rappelle une de The Economist, qui saluait justement cette vision. Le problème, c'est que MBS a fait beaucoup d'erreurs. C'est qu'il est quand même assez inexpérimenté et a multiplié, malgré tous les gaffes dans la région, au profit d'ailleurs de l'Iran, que ce soit de la guerre au Yémen, qu'il prévoyait terminer en 2 semaines, en envoyant une coalition arabe et en souhaitant profiter de la supériorité aérienne de l'Arabie Saoudite, en passant par la prise d'otage de Saad Hariri, que vous avez bien suivi, qui visait au départ quand même à affaiblir le Hezbollah, en passant par le blocus contre le Qatar, donc, et également l'assassinat de Jamal Khashoggi, qui a été fait quand même dans des conditions assez atroces, même s'il faut le rappeler, ce n'est pas le premier dirigeant étranger à assassiner ses opposants, qui plus est dans la région, mais le faire quand même dans l'ambassade d'Arabie Saoudite, dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, alors qu'il était probable que celui-ci était en réalité espionné, en tout cas avait des caméras et des micros, ce qui est le cas dans beaucoup de consulats, était quand même, et de façon aussi atroce, était quand même témoignait d'un amateurisme assez incroyable. Il y a eu des critiques extrêmement fermes de Biden qui ont été prononcées au moment de la campagne, mais c'était la campagne présidentielle. Et il est vrai que les démocrates, notamment au Congrès, étaient vent debout contre les violations des droits de l'homme, qu'elles soient au Yémen, où la situation militaire est terrible, ou par rapport aux opposants, aux militants saoudiens, Khashoggi, ou dernièrement Loujain al-Hathloul, justement celle qui a été à l'origine de la décision, en tout cas, pardon, la décision, en tout cas, de la campagne des Saoudiennes pour conduire. Donc, on a un MBS qui a été choyé par Donald Trump. Visiblement, les contrats promis par l'Arabie Saoudite, comme d'habitude, n'ont pas tous été au rendez-vous par rapport aux millions de mémorandums et de lettres d'intention. En fait, il n'y en a pas énormément, en tout cas moins que ce qui avait été promis qui ont été conclus, première chose. Deuxième chose, les Saoudiens ont quand même compris une chose, c'est que les Américains sont en train de se retirer de la région. Et ça, ils l'ont très bien vu, notamment lors de l'attaque attribuée à l'Iran du site pétrolier d'Abqaiq, d'Aramco en septembre 2019. Les Américains ne voleront plus jamais, en tout cas de cette manière-là, au secours de leurs alliés saoudiens. Leur priorité est ailleurs. Leur priorité dans la région, c'est Israël. Et ensuite, leur priorité, c'est la Chine et la lutte, aussi bien économique et pourquoi pas même d'ailleurs militaire, face à la Chine. Donc, on a un MBS qui a donné un peu le bâton pour se faire battre, qui a été fustigé lors de la campagne. Et puis aujourd'hui, on va avoir la réalité de la prise de fonction. Moi, je pense que Joe Biden et son équipe seront plus virulents, peut-être par rapport à certaines décisions relatives aux droits de l'homme, mais derrière, les liens privilégiés qu'ont ces deux pays ne vont pas changer. Maintenant, là-dessus, MBS a deux cartes importantes. Je pense qu'il souhaite offrir à Biden. Le Yémen, Biden a dit qu'il cesserait le soutien américain au Yémen, donc c'est clairement le message et qu'il faut se retirer du Yémen. Il y a une volonté aujourd'hui saoudienne de se retirer du Yémen, mais la tête haute, et pas que ce soit vu comme une humiliation. Maintenant, donc il y a des efforts qui ont été faits en ce sens-là, négociations avec
les Houthis, gouvernement d'union entre les forces, le gouvernement légitime du président Hadi et les forces sécessionnistes du Sud, même si celles-ci ont été visées par un attentat il y a quelques semaines, juste avant, je crois, la nouvelle année. Mais clairement, aujourd'hui, on voit une volonté de sortir de ce guêpier, ce qui est devenu un guêpier. Autre dossier, et là on revient justement à ce que vous avez dit, le dossier des normalisations. On voit, d'ailleurs ça a été un peu le cas en France. Bon, Biden, il va bien sûr, tout ce qui est ce qui est bien pour la sécurité d'Israël et pour la position d'Israël dans la région, les États-Unis sont pour, en raison de l'électorat juif, mais encore plus en raison des évangéliques. On l'a vu justement, notamment avec Mike Pence et Mike Pompeo, qui quand même constituent un électorat de choix. Clairement, aujourd'hui, je pense que s'il ne tenait qu'à MBS, Mohammed Ben Salman, de faire la paix avec Israël, il le ferait. Pourquoi? Parce que lui, son but, aujourd'hui, c'est le programme économique, sa vision, les investissements notamment dans le secteur des technologies, pour sa ville, Neom, qui reste un projet sur lequel il compte énormément. Pharaonique et qui l'a battu. Qui est resté en plan. Qui est resté en plan, mais bon, ça se poursuit à bas bruit. Il a besoin de la technologie israélienne. Et clairement, aujourd'hui, voilà, on assiste à une convergence. Là où les Iraniens ont été très mauvais, on dit souvent les Iraniens, très grands joueurs d'échecs, tout ça, bon, ils ont quand même poussé deux de leurs ennemis à s'allier contre l'Iran. Alors, c'est le cas officiellement avec les Émirats arabes unis qui avaient déjà des liens un peu économiques via Dubaï, mais également technologiques et sécuritaires avec les sociétés israéliennes et avec l'État d'Israël. Il y en a de plus en plus de la coopération en termes de renseignement entre Israël et l'Arabie saoudite, mais aujourd'hui, il est encore trop tôt. Pourquoi? Parce que, le roi Salman, qui reste malgré tout au pouvoir, même s'il est affaibli par une maladie, est contre. C'est quand même lui qui a lancé l'initiative de paix arabe en 2002, selon laquelle les États arabes s'engageaient du Golfe et même de la région s'engageaient à faire la paix avec Israël en échange du retrait israélien des colonies en Cisjordanie. Ça, c'est fini. Mais il reste quand même le roi qui... pardon, c'est pas lui qui est à l'origine, c'était, je crois, le roi Abdallah. Mais en tout cas, lui était de cette école-là. Et d'ailleurs, il a réaffirmé récemment son soutien aux Palestiniens. Donc, tant que le roi, à mon avis, est en vie, ça sera tout bonnement impossible. Et on a très bien vu justement ces divers courants au sein même de la famille régnante saoudienne, avec des déclarations tantôt favorables à Israël et surtout très dures vis-à-vis des Palestiniens qui ont jamais toujours ils ont repris à ce titre la rhétorique israélienne, à savoir que les Palestiniens ont raté les occasions historiques. Je crois que c'était le prince Bandar bin Sultan qui a dit ça il y a quelques mois, pardon. Et de l'autre côté, voilà, il souffle le chaud et le froid. On a cette fois Turki Al-Faisal, l'ancien chef des renseignements saoudiens, qui il y a quelques semaines cette fois-ci, lors d'un forum à Manama, a critiqué de façon très virulente l'État d'Israël et la colonisation. Ça témoigne aujourd'hui diverses tendances au sein de la famille royale, en sachant qu'il y a une chose importante, même si l'État saoudien, qui autrefois se caractérisait par un pouvoir très horizontal entre les diverses familles, aujourd'hui est en train de se centraliser autour de la personne de Mohammed Ben Salman et de ses affidés, qu'il est en train justement de renforcer son pouvoir. Voilà pourquoi il veut que la moindre des décisions, qui bien sûr ont un impact considérable en Occident, exemple le droit des Saoudiennes à conduire, soit attribué non pas aux militantes, mais à lui. C'est lui qui doit en retirer tout le bénéfice pour son propre pouvoir, pour asseoir son pouvoir. Sauf que son pouvoir n'est pas encore, comment dirais-je, et vacille encore. Aujourd'hui, il peut aujourd'hui se référer à la légitimité de son père, qui le soutient corps et âme, mais qu'en sera-t-il demain, quand celui-ci ne sera plus là? Il faut savoir aujourd'hui qu'en Arabie Saoudite, il y a un grand nombre de princes qui restent en résidence surveillée, qui sont maltraités. Premier d'entre eux, Mohammed Ben Nayef,
l'ancien prince héritier, qui était quand même le chouchou des Occidentaux, l'homme qui, quand même, en Arabie Saoudite, avait, à une époque, été très efficace dans la guerre contre Al-Qaïda, même si derrière, il y a des liens entre l'Arabie Saoudite et Al-Qaïda qui précédaient cette lutte, mais dans les années 2000, c'était vraiment le chouchou des Occidentaux. Il est aujourd'hui en résidence surveillée. Donc, tout ça pour dire quoi? La carte israélienne, et puis, dernière chose, la population. Les Émirats, on peut dire ce qu'on veut, les Émirats, c'est une population d'1 million de personnes, émiriens, nationaux. C'est un pays arabe, mais quand même assez, qui fait exception par sa démographie. Il y a 9 millions d'expatriés, 1 million, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, à Bahreïn même, Bahreïn, parce que c'est d'une certaine manière un ballon d'essai de la part de l'Arabie Saoudite, parce qu'ils leur sont complètement affidés, depuis que les Saoudiens et les Émiriens sont venus à leur rescousse en 2011, lorsque des manifestations de la population majoritairement chiite ont secoué le royaume. Bahreïn, la dynastie au pouvoir, doit tout à l'Arabie Saoudite. Donc elle a normalisé avec Israël. Mais lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, y compris sur place, beaucoup de gens ne le voient pas d'un très bon œil. Donc c'est un terrible risque politique. Et il ne faut pas oublier que pour la génération saoudienne, peut-être pas celle qui a mon âge autour de 30 ans, mais celle d'avant, ils ont quand même été élevés avec une haine à minima d'Israël. À minima d'Israël. Donc, c'est une carte qu'il devra jouer le moment venu, mais qu'il ne peut, à mon sens, se permettre de jouer aujourd'hui. D'ailleurs, on l'a très bien vu lorsque Benjamin Netanyahou a fait une visite express à Neom pour y rencontrer Mike Pompeo et MBS il y a quelques semaines. Le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Abdallah, s'est empressé de démentir. De démentir, tout à fait. Donc ça va prendre du temps, mais le chemin de la normalisation est en marche, à ceci près que, comme d'ailleurs le souligne, je pense assez justement, les Français là-dessus, ça se fait complètement, ce n'est pas une paix, c'est une normalisation. Il y a une convergence d'intérêts énorme, notamment face à l'Iran de tous ces pays-là, mais ce n'est pas une paix. Et ça se fait complètement au détriment des Palestiniens. Et puis de toute façon, on ne change pas les mentalités d'un pays parce que les dirigeants ont décidé brutalement d'appuyer sur un bouton ou de signer un accord. Avant de passer à l'État d'Israël, ce qui intéresse beaucoup les Libanais, dans les convergences qu'il peut y avoir par rapport au Liban, est-ce que ces monarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, seraient prêtes à soutenir à nouveau le Liban en présence du Hezbollah, même si je subodore un peu la réponse? Est-ce qu'elles chercheraient à retrouver une présence politique au Liban tant que le Hezbollah est là et tant qu'il a quand même une suprématie dans le pouvoir? Moi, je pense que cela est lié au dialogue qui sera plus ou moins entamé avec l'Iran. Moi, je pense réellement, je pense que dans l'état actuel des choses, ça me semble difficile, mais qu'au bout d'un moment, il faudra que l'Iran, l'Arabie Saoudite et je vais dire Israël, pas du tout, mais enfin, là, je ne vois pas du tout Israël parler avec l'Iran en ce moment, mais en tout cas. Non, ça. Mais on n'y est pas. On n'y est pas du tout. L'Iran et l'Arabie Saoudite se parlent, et dans ce cas-là, il est possible qu'il y ait un impact par rapport au Hezbollah et l'aide au Liban. En tout cas, l'aide à certains partis au Liban. En tout cas, un regain d'intérêt. Maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas que pour ces pays-là, le Liban soit la priorité. Et même, c'est quelque chose que j'avais oublié de dire pour les États-Unis, clairement, aujourd'hui, pour les États-Unis, le Liban n'est pas la priorité. Au même titre d'ailleurs que le conflit israélo-palestinien. Là-dessus, c'est intéressant parce qu'il y a eu des contacts, j'en parlais récemment avec des diplomates palestiniens, des contacts de l'administration Biden. Et là-dessus, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir la stratégie palestinienne qui, alors qu'elle avait, déjà avec la normalisation, elle a vu l'un de ses principaux atouts lui échapper, à savoir, si on a un État, vous ferez la paix avec les Arabes. Ça, c'est fini. Donc dans leur carte, il ne leur reste plus grand-chose. Il y a cette fameuse coopération sécuritaire avec Israël, parce que ça fait des années, 25 ans, même plus depuis les accords d'Oslo, qu'il y a cette coopération. Ils y ont mis, ou ils ont affirmé y mettre un terme pour protester contre l'intention qui était prêtée à Israël d'annexer une partie de la Cisjordanie. Et ben, avant même l'arrivée de Biden, ils ont repris la coopération. Donc,
pour donner des gages à Biden. Mais clairement, il y aura des choses de fait pour les Palestiniens, comme l'ouverture de consulats à Jérusalem-Est, la réouverture, la reprise d'aide. Mais là-dessus, c'est clairement, ils l'ont dit, Blinken, lors de sa confirmation, le nouveau chef de la diplomatie américaine l'a dit, ce n'est pas une priorité. Je pense que pour le Liban, ça serait la même chose. Et qu'on pourrait avoir des effets à moyen terme s'il y a une reprise des négociations, en tout cas des discussions entre Arabie Saoudite et Iran, mais pas avant. Après, je peux me tromper et je ne suis pas un expert du Liban. Mais clairement, ouais. Oh, non, non, mais vas-y. Non, Tu as évoqué à l'instant le fait que la normalisation avec les monarchies du Golfe a bien sûr fait reculer la cause palestinienne et le problème des Palestiniens. Donc, venons-en à Israël et au problème des Palestiniens. Biden a clairement dit que l'ambassade des États-Unis sera à Jérusalem, donc il ne revient pas là-dessus. Je pense que comme pour les sanctions du Hezbollah, mais de façon encore plus forte, c'est quelque chose pour lequel il ne peut pas reculer. Ce n'est pas le souhait. Ce n'était pas le souhait. C'est quelque chose qui avait été voté, je crois, par le Congrès, si je ne m'abuse, depuis des années, mais jamais appliqué par le président. Ce n'était pas le souhait des démocrates, avant d'arriver à une solution sur la crise israélo-palestinienne, mais c'est un fait durable qui va survivre à Trump, qui succédera à Trump. C'est peut-être même son principal legs, à savoir l'ambassade à Jérusalem. Donc clairement, là-dessus, il ne va pas reculer. Il y aura toujours une aide, ne serait-ce que militaire, considérable des États-Unis vis-à-vis d'Israël. Après, mais peut-être qu'on va revenir à l'idée de deux États palestiniens et israéliens, même si ça se fera à minima. Je ne pense pas que ce soit une priorité non plus pour l'administration Biden. Non, je pense que là-dessus, et Biden l'a dit, car Anthony Blinken l'a dit, et ça sera réaffirmé, on revient justement au standard américain qui est la solution à deux États. Ce dont Trump s'était éloigné, il avait dit, moi je m'en fous, un État, deux États, ce que vous voulez, voilà. Je veux un plan de paix, le plan de paix fameux de Trump. Là, c'est la nouvelle information, indication, on peut considérer aujourd'hui que c'est fini. Le plan de paix Trump qui donnait tout ce qu'Israël souhaitait et la portion congrue des miettes aux Palestiniens est terminée, est enterrée. Je doute que Biden s'en serve de base, ce que les Israéliens souhaitaient, que ça devienne la base. Je pense qu'on va revenir vers des bases plus internationalement agréées, des fondements, à savoir deux États pour deux peuples vivant en paix, en sécurité. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Rien, parce que la réalité de la colonisation tous azimuts sur le terrain rend complètement impossible. Exactement, j'allais en parler. Voilà, ce souhait palestinien. Première chose. Deuxième chose, alors on sait que les Israéliens nous réservent souvent des surprises, mais il faut quand même rendre à Benjamin Netanyahou son art de la politique, qui parfois, avec des priorités personnelles et politiques qui dépassent, je trouve, l'intérêt du pays, mais ça c'est une autre question, il a quand même réussi au cours des derniers mois à totalement discréditer auprès de l'opinion publique son principal adversaire, qui est Benny Gantz. Il n'était pas quelqu'un, ni un travailliste, ni un membre de la gauche, mais qui était en tout cas moins à droite que lui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si les prochaines élections israéliennes s'obtiennent bien en mars, comme c'est annoncé, pour l'instant, en l'état actuel des choses, je doute qu'on ait un gouvernement moins à droite que le gouvernement actuel. Il sera vraisemblablement plus à droite, sûrement avec Netanyahou ou avec un autre membre du Likoud. C'est l'inconnu. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça qui est problématique, c'est que la question palestinienne a complètement disparu des campagnes électorales en Israël et, je dirais, instaurant de fait un état de discrimination en Cisjordanie, avec les colonies et de nouvelles colonies qui sont construites, des constructions qui se poursuivent dans les colonies. D'ailleurs, là-dessus, Netanyahou a profité des derniers instants de l'administration Biden pour annoncer de nouvelles constructions, pour le mettre vraiment devant le fait accompli. Et quand on voit le fait accompli, la politique qui est quand même poursuivie depuis des décennies par Israël, on voit clairement sur le terrain aujourd'hui ce qu'elle donne, c'est-à-dire rendre impossible un État palestinien. Donc maintenant,
là-dessus, par rapport pour Israël, c'est l'allié et le principal allié des États-Unis et il le restera. Enfin, revenons pour entrevoir ce qui peut se passer. Revenons à ce qui s'est passé sous Obama. Obama a été très dur au début par rapport aux habitudes, aux déclarations habituelles des présidents américains vis-à-vis d'Israël, notamment la colonisation. On se souvient tous de son discours du Caire. Le résultat, c'est que son envoyé spécial, à l'époque où il était secrétaire d'État, John Kerry, s'est cassé les dents sur ces négociations. En partie, il n'y a pas que ça, mais face à l'intransigeance israélienne, avec cette dernière condition qui est arrivée au dernier moment, ah bah Mahmoud Abbas, il faut absolument que vous reconnaissiez Israël comme État juif, ce dont il ne peut pas se permettre vis-à-vis des Arabes israéliens et des Palestiniens de Jérusalem. Donc, là-dessus, moi, je pense que l'administration Biden va redonner un peu de souffle à l'autorité palestinienne, ô combien vieillissante. Mais là-dessus, aujourd'hui, je pense qu'il est temps peut-être de refondre, et peut-être qu'en ça, Trump, enfin, on ne peut pas dire qu'il a aidé, mais de penser à de nouveaux paradigmes. Aujourd'hui, quand on discute avec la jeunesse palestinienne en Cisjordanie, elle veut vivre normalement, pouvoir se déplacer, avoir du travail, comme d'ailleurs l'ensemble de la jeunesse arabe, fonder une famille, tout ça. Vivre tout simplement. Voilà, ce dogme de l'État palestinien aujourd'hui, on voit qu'il mène nulle part, et que c'est même un piège. On l'a vu avec Oslo, c'est un piège, c'est devenu un piège. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a de plus en plus de questionnements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment faut-il réagir par rapport aux colonies quand on voit justement tous ces changements qui ont eu lieu sous Trump? Voilà, c'est des questions, je pense, à se poser. Mahmoud Abbas, pareil, Mahmoud Abbas est-il aujourd'hui représentatif de… Justement, puisque tu évoques Mahmoud Abbas, je vais prendre une question dans le public à laquelle je crois que tu as répondu dans ton dernier article dans Le Point sur les élections à venir dans les territoires palestiniens qui ont été annoncées. Et j'ai Luca Yazbek qui me demande est-ce que les élections annoncées en Palestine s'inscrivent dans une ultime tentative de rapprochement avec les États-Unis de Biden? Ah bah totalement. Alors déjà, il y a une volonté de montrer patte blanche et même de se donner, on va aller plus loin, de se donner corps et âme à l'administration Biden. Sauf que normalement, et quand on discute vraiment avec les diplomates expérimentés, ce dont d'ailleurs les Palestiniens ne manquent pas, il y a récemment par exemple Saeb Erekat qui est décédé malheureusement du Covid. Il était malgré tout un diplomate expérimenté, même si c'était un peu, il incarnait Oslo et l'échec d'Oslo. Bien évidemment, les Palestiniens donnent tout alors que les négociations n'ont pas encore commencé. Donc ça laisse à penser que c'est peut-être encore une fois une énième diversion d'un Raïs vieillissant, 85 ans, qui ne veut pas lâcher le pouvoir, avec toute une clique autour de lui, vous connaissez bien ça au Liban, qui là aussi a des intérêts à pouvoir continuer à se déplacer en Israël. Mais aujourd'hui, enfin, de quoi l'autorité palestinienne est-elle le nom? C'est la question. Qui décide pour la Cisjordanie? Y a-t-il vraiment eu… Quelle est la marge de manœuvre de l'autorité palestinienne? Je pense que ce qui est très intéressant, c'est en tout cas l'affichage d'une certaine réconciliation avec le Hamas. Je pense que là aussi c'est très intéressant. Le Hamas n'est pas dans une bonne situation. On voit justement son nouveau chef Yahya Sinwar qui, en tout cas jusqu'ici, fait preuve quand même de pas mal de pragmatisme, y compris dans ses relations avec Israël. Bien sûr, c'est pas un amoureux d'Israël, on s'en fout, mais on sent qu'aujourd'hui il y a une volonté d'améliorer la situation à Gaza via bien sûr le Qatar avec l'accord tacite d'Israël, via aussi l'Égypte. Il y a aussi une volonté un peu avec l'autorité palestinienne de se tenir par les coudes parce que là-dessus, je pense que le fait que le Qatar revienne, se réconcilie, en tout cas officiellement avec l'Arabie Saoudite, les Émirats et l'Égypte, fait rentrer l'Émirat à nouveau dans la danse du Conseil de coopération du Golfe, dans la danse régionale, même s'il ne l'a jamais quitté, et peut peut-être faciliter une paix, j'en sais rien, non, mais parce que c'est quand même, ça reste des frères ennemis qui se sont fait la guerre, le Fatah et le Hamas, mais à faciliter peut-être une réconciliation que la population appelle elle-même de ses voeux. Maintenant, de ce qu'on, les élections en Palestine, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 10 ans que le mandat d'Abbas expiré, entre a guillemets. expiré. Au bout d'un moment aussi, il faut
il faut qu'il y ait un changement, mais un changement qui vienne, un changement qui soit populaire et pas qui soit dicté. C'est ça aussi le problème. Jusqu'ici, on a le Ce sentiment sont que des élections qui vont peut-être donner du souffle à l'autorité palestinienne. oui, mais à condition que l'autorité palestinienne accepte des règles véritablement démocratiques. Est-ce que c'est le cas d'aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est le cas du Hamas? Non. Euh, euh, voilà. Et avec qui il se dit pendant des années, on a eu les murmures justement d'un énième retour de Dahlan, le fameux Dahlan, Mohamed Dahlan, l'ancien chef de la sécurité du Fatah à Gaza, qui est l'homme des Émirats. Est-ce que c'est souhaitable pour l'avenir des Palestiniens? Je ne suis pas certain. Donc, en tout cas, la reprise de liens officiels et la réconciliation, ou pseudo-réconciliation entre les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite peut œuvrer à une amélioration de la situation, je pense, dans plusieurs pays, dont les territoires palestiniens, de même sorte qu'à mon avis, une réconciliation, non, on n'en est pas encore là, on en est loin, mais en tout cas, un réchauffement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, peut-être grâce à la médiation du Hamas, peut-être grâce à la médiation des Américains qui, cette fois, semblent déterminés à privilégier la voie diplomatique, peut aider à une amélioration de la situation au Liban. Maintenant, ça ne va en rien, à mon sens, changer fondamentalement les données du problème, à savoir l'incurie de la classe politique, la corruption, tout ce beau monde qui se tient par les coudes, en mode il y en a un qui tombe, tout le monde tombe, donc voilà jusqu'au bout. Non, là, on ne va pas avoir de changement du jour au lendemain, à moins qu'il y ait derrière une véritable pression américaine pour le changement. Là-dessus, c'était intéressant, moi, pour avoir discuté avec beaucoup de Libanais, il y avait une volonté, il y avait des reproches par rapport à l'initiative de Macron. C'était intéressant, je trouve, parce que l'initiative de Macron sur le Liban était très intéressante. Elle a fait, sur le moment, beaucoup de bien aux Libanais, qui l'ont accueilli au moment où personne n'avait l'impression d'être abandonné de tous. Son discours était bien. Plus critiqué, davantage critiqué d'ailleurs en France, où certains partis se sont dit, mais de quoi il se mêle, le président français, d'aller dire ses quatre vérités aux dirigeants libanais, qu'au Liban, où il y a quand même une majorité de gens qui ont dit, au moins lui dit les choses. Sauf que le président français, Macron, clairement, jusqu'alors, n'avait pas les moyens de ses ambitions. Soit on dit un discours, on donne un discours, on essaie derrière d'avoir des moyens, des instruments de pression, soit on ne le fait pas. Jusqu'ici, le sentiment est que les instruments de pression... Il a même refusé d'utiliser les instruments de pression. Il voulait que ce soit par la négociation, entre guillemets, par une sorte d'accord interlibanais. Mais c'était impossible à obtenir. En ce sens, les seuls qui disposent véritablement d'instruments de pression, qui peuvent jouer la carotte et le bâton, ce qui est le cas de toute négociation, à mon avis, ce sont les Américains. Et si c'est fait en bonne intelligence avec les Iraniens et les Saoudiens, peut-être qu'il peut y avoir un truc. Mais clairement, ce ne sont pas les acteurs, encore une fois, les acteurs extérieurs qui vont... ils ont une influence, clairement, bien sûr, sur le Liban, mais ce n'est pas eux qui vont sauver le Liban. Le soldat liban. Restons en Israël et venons-en au problème du Liban avec à la fois cet État limitrophe, appelons-le comme ça, et la présence du Hezbollah au Liban. Est-ce qu'on va rester dans une sorte de guerre froide, entre guillemets, qui s'est installée, c'est-à-dire que le Hezbollah régulièrement dit à Israël, j'ai les moyens avec mes missiles de vous atteindre partout à Tel Aviv, j'ai les moyens de vous détruire. Israël qui a, au-delà des drones, des avions qui en permanence surveillent le Liban et qui doit avoir une carte plus que précise de Liban et de tout ce qui s'y trouve, disons ça comme ça pour rester soft. Est-ce que sous l'administration Biden, on va rester dans cette espèce de statu quo qui s'est installé, ou est-ce que le Liban, à ton sens, risque une action militaire à un moment donné de la part d'Israël contre le Hezbollah? Alors bien sûr, je ne peux pas prédire ce qui va se passer dans la région. Est-ce que c'est quelque chose que les Américains autoriseraient? Voyons ça sous cet angle. Moi, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que c'était passionnant de voir à quel point, au cours des derniers mois et même dernières années, les Israéliens et les combattants du Hezbollah ont flirté, se sont tapotés dessus et ont tout fait pour éviter un conflit à grande échelle. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de guerre froide qui s'est installée. Voilà. Y compris au cours des derniers mois, si je ne m'abuse.
Et ce qui était intéressant là-dessus, c'est que c'est ce qui ressort côté israélien, même si on a souvent des déclarations, comme d'habitude, très, très fermes, très fortes. Attention, on est là, on frappera si on veut, comme ça. Et parfois des actions ciblées, mais il n'y a pas eu de volonté. Ce qui était très intéressant, moi, ce qui m'intéressait, c'est la réaction de Hassan Nasrallah à l'élimination, l'assassinat du scientifique iranien Mohsen Fakhrizadeh, où il a dit c'est l'Iran qui répondra, c'est pas nous. Ça, c'était très intéressant. Beaucoup de gens à l'époque. Il a déplacé le conflit. Voilà. Et je pense que c'est très intéressant et que ça démontre, alors c'est très complexe et encore une fois, mais que par certains aspects, le Hezbollah est l'instrument de Téhéran et sur d'autres questions, notamment les questions qui les concernent directement au Liban et dans ces querelles, guerre froide avec Israël, il peut parfois agir en totale autonomie. C'est plus complexe que ça. Et là-dessus, voilà, moi je remarque, même c'est parfois mieux que les films, même si parfois c'est dramatique, que on montre qu'on peut faire. On s'infiltre au-delà de la ligne bleue, côté par exemple Hezbollah. Côté israélien, On prévient. titille, mais on n'agit pas. Voilà, on prévient qu'on va viser un char. On prévient ses passagers pour qu'ils aient le temps de partir avant de le frapper. Le seul, donc clairement, j'ai quand même le sentiment qu'avec son arsenal militaire et le traumatisme pour les Israéliens que reste la guerre de 33 jours, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il n'y a pas aucun intérêt aujourd'hui pour Israël de déclencher une guerre, alors qu'Israël subit de plein fouet, comme beaucoup d'autres pays, la crise du Covid, crise économique qui en découle, et même la crise politique. Parce qu'au-delà au-delà de tout ce qu'on dit, c'est quand même insensé pour n'importe quel pays d'avoir 4 élections en 2 ans. Certains diront que c'est une vigueur de la démocratie israélienne, peut-être, mais derrière, ce n'est pas la stabilité. Donc, moi, je ne vois pas dans l'immédiat et dans le court terme, sauf s'il y a vraiment un incident. Voilà, effectivement, s'il y a une attaque de main américaine ou israélienne, ce qui n'est jamais à exclure, contre les sites iraniens, là, la donne peut changer. Et là, pour le coup, le Liban peut servir de caisse de résonance. Ça, c'est clair. Mais si tous les protagonistes restent, on va dire, sensés, je n'y crois pas. En revanche, il y a un pays aujourd'hui qui subit de plein fouet, même si c'est malheureusement un pays déjà détruit, cette guerre entre l'Iran, Israël et le Hezbollah, c'est bien sûr la Syrie. Et là, pour le coup, c'est d'une certaine manière la, entre guillemets, victoire israélienne de ces dernières années. Je me souviens justement de cette phrase d'un ministre israélien qui se vantait d'être le seul pays à avoir tué des combattants iraniens ou pro-iraniens au cours des dernières années. Et c'est vrai que là-dessus, que ce soit combattants du Hezbollah, miliciens, chiites, irakiens, pakistanais ou afghans, ou même gardiens de la révolution iranien, jusqu'ici, les Israéliens ont frappé. Parfois, ils affirment bien sûr faire plus de dégâts que de la réalité, faire attention, mais ils ont quand même infligé des pertes importantes aux Iraniens et aux intérêts iraniens sans que l'Iran réagisse en frontal. Parce qu'ils savaient très bien que, avec Trump et Netanyahou, on ne savait jamais à quoi s'attendre. Donc il y avait une volonté iranienne, et pareil pour le Hezbollah, parce qu'il y a des combattants du Hezbollah qui ont été tués, notamment un, je crois, en Syrie l'été dernier, une volonté de faire le dos rond. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a l'Iran a clairement besoin de la levée des sanctions, les Iraniens, cette fois, vont rendre aux Américains, aux Israéliens leur monnaie de leur pièce? Dans le court terme, j'y crois pas. Maintenant, et ça, c'est quelque chose, y compris les Israéliens, c'est intéressant, parce que ça fait un peu série télévisée, espionnage, mais c'est une réalité, les Iraniens répondront. Les Israéliens, d'ailleurs, en sont convaincus, ce sont des experts israéliens qui le disent, les Iraniens répondront à l'assassinat de Soleimani et l'assassinat de Fakhrizadeh. Comme d'ailleurs ils l'ont fait par le passé. Souvenez-vous, il y a scientifique. Ces derniers temps, oui, il y a eu ces derniers temps, même avant ça, il y a eu je crois, des attentats en Bulgarie contre un quart de touristes israéliens perpétrés apparemment par le Hezbollah au début des années 2010. C'était certainement lié, pas dire de bêtises, mais à l'assassinat à l'époque de scientifiques iraniens par Israël.
qui a prêté à Israël. De la même manière, il y a eu des tentatives d'assassinat de diplomates israéliens, je crois, en Thaïlande, d'ailleurs, qui se sont soldées par des échecs pour les Iraniens. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce sont des actions ciblées qui ne sont pas forcément dans la région, mais qui montrent clairement à la communauté internationale que l'Iran ait réagi. Maintenant, juste pour terminer sur le Hezbollah, on a vu que le Hezbollah, aux côtés des Iraniens, était impliqué dans la construction d'infrastructures au sud de la frontière syrienne, donc limitrophe du plateau du Golan et donc de la partie occupée par Israël. Dans lesquels il y a beaucoup de raids d'ailleurs, de raids très ciblés de la part d'Israël. Exactement. Il y a des raids. Il y a eu également, au cours des derniers temps, des mines qui ont été placées, soit par le Hezbollah, soit en tout cas par les forces pro-iraniennes, qui ont été derrière, comme d'habitude, après les incidents ou avant, ça dépend, ça dépend après dans le temps, mais qui ont reçu une réponse ferme des Israéliens, sans derrière que ça déclenche un engrenage. Il y a pu y en avoir au Liban de temps à autre, à la frontière, au niveau de la frontière bleue, mais il n'y a pas eu d'action d'ampleur. Donc pour l'instant, on a le sentiment, c'était juste pour terminer sur cette question, que si ça se joue, et ça se joue, c'est en Syrie. Avec d'ailleurs, au cours des derniers mois, beaucoup de raids aériens, et donc d'avions israéliens qui ont employé, qui ont utilisé, comme d'habitude, je dirais, l'espace aérien libanais pour s'infiltrer en Syrie. Armin, je vais prendre deux questions très rapides dans le public. Oui. On va peut-être pas trop rentrer dans les problèmes de la Turquie et de la Russie parce qu'ils n'ont pas d'implication directe, on va dire, sur le Liban avant de conclure. Il y a juste quelque chose d'important, je pense, à dire sur ces deux pays-là. Attends, restons en Israël parce que c'est la question d'une personne. C'est Hadi Farah qui demande, bon, tu sais qu'il y a le problème du tracé des frontières maritimes entre le Liban et Israël qui se fait sous l'égide des États-Unis et qui a été gelé dernièrement. Est-ce que les dernières sanctions américaines contre le Hezbollah puis Jebel Bassil ne sont pas essentiellement motivées par la négociation concernant les frontières entre le Liban et Israël? Personnellement, je ne pense pas, mais je te laisse répondre. Alors, je ne suis pas certain. Je pense que ça s'inscrirait, si je ne veux pas dire de bêtises, plus davantage justement dans une façon de mettre pression sur les alliés du Hezbollah, du gouvernement, et des messages qui sont envoyés, à savoir que vous serez les prochains sur la liste. Je pense que les négociations sur les frontières maritimes sont quelque chose d'important, qui vont prendre du temps, qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Voilà, mais que c'est pas lié, c'est pas directement lié aux sanctions qui sont plus liées à affaiblir les alliés du Hezbollah. Je pense, oui. D'accord. Bon, un spectateur, alors c'est à cheval entre l'Iran, l'Irak et l'Afghanistan, un spectateur anonyme qui me dit quelle sera la politique de Biden et de l'Iran en Irak et en Afghanistan, l'accord avec les talibans, sachant que l'Iran a reconnu entretenir également des liens avec les talibans sunnites dernièrement, mais aussi avec des milices chiites afghanes qu'ils font combattre un peu partout. Quel en est l'impact sur les pays frontaliers de l'Iran notamment? Alors, l'Iran… rapidement, si tu veux bien. C'est pas facile parce que la question… Oui, parce que la question est très complexe. Non, en gros, il y a quelque chose quand même de passionnant, c'est que les Iraniens, leur but, et c'est ce qu'ils affirment, c'est ce qu'ils souhaitent, c'est le départ des Américains du Moyen-Orient, et c'est d'une certaine manière ce que souhaitent les Américains, par partir du jour au lendemain. Il n'y a jamais eu autant de soldats dans la région, notamment dans les bases américaines situées dans les pays du Golfe, d'ailleurs avec les effectifs qui ont été augmentés dans la politique de pression maximale de Donald Trump. Mais à côté de ça, il y a clairement une volonté américaine de ne plus s'occuper des problèmes de la région. Et voilà pourquoi les Américains ont réduit le nombre de leurs troupes en Irak. Les Américains ont réduit le nombre de leurs troupes en Afghanistan et sont en train, c'est ça qui est quand même incroyable, 20 ans après le 11 septembre, les talibans sont aujourd'hui aux portes du pouvoir. Et dernière chose, quel était le dernier pays? Et la Syrie, on a vu très bien que l'Irak, depuis la volte-face de Barack Obama
après l'utilisation d'armes chimiques, vraisemblablement par Bachar el-Assad contre les populations et les rebelles de la Houthi en 2013, clairement, on voit que les Américains ne veulent plus. C'est le symbole de la non-volonté d'engagement américain, même si je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais que Joe Biden n'était pas forcément opposé à une réponse ferme des Américains à l'époque après l'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux sont d'accord, les deux ennemis sont d'accord sur le fait que les Américains doivent partir, mais ils ne sont pas d'accord sur les modalités. Là-dessus, il y a clairement aujourd'hui des craintes de la part des alliés principaux des États-Unis, notamment les Saoudiens, les Émiriens, qui se rendent compte que les Américains ne sont pas un allié forcément fiable. Les Kurdes, d'ailleurs, en Syrie, mais également en Irak, en ont fait la mère expérience. Voilà pourquoi ces pays-là établissent de plus en plus entretiennent des liens de plus en plus forts avec d'autres puissances régionales. La Russie, qui est devenue de fait une sorte de faiseur de roi au Moyen-Orient, mais également la Chine et d'autres pays de la région. Ce que je veux dire par là, c'est que effectivement. Tu voulais dire un mot sur la Russie, peut-être, la Russie et la Turquie. Effectivement. Pourquoi aujourd'hui on parle tant de la Russie et de la Turquie dans la région? Eh ben, c'est totalement lié au fait que les Américains sont en train de s'en retirer. Ils ne veulent plus être le gendarme du Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire, attention, qu'ils vont partir du jour au lendemain, pas du tout. Mais non, et puis ça ne veut pas dire qu'ils ne gardent pas un œil. Bien sûr, notamment par rapport aux intérêts d'Israël et leurs relations avec les pays du Golfe, mais ils ne vont plus, c'est fini la guerre du Golfe, l'invasion, enfin la guerre contre Saddam Hussein après l'invasion du Koweït, on n'en est plus là. Ils délèguent à un autre gendarme qui va le faire à leur place. Déléguer, est-ce qu'aujourd'hui, encore une fois, est-ce que la Russie et les États-Unis ne sont pas d'accord sur une vision globale de la région? Je ne suis pas totalement sûr qu'ils soient d'accord dans le sens où, clairement, que ce soit dernièrement dans le conflit dans le Haut-Karabakh ou en Syrie, ils ne sont pas d'accord. Les Américains, malgré tout, étaient au départ farouchement opposés à Bachar el-Assad. Ils ont quand même financé un programme, déjà une opposition, un programme de rébellion avant de l'abandonner sous... alors, je ne vais pas dire de bêtises, je sais pas, c'était début Donald Trump ou fin Barack Obama, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était fin Barack Obama. Si je ne fin Obama, je crois. Mais dans le Haut-Karabakh, même si l'Azerbaïdjan recevait des armes de la part d'Israël et de la part de la Turquie, les Américains, l'administration américaine, l'État profond américain, le département d'État étaient quand même opposés à la façon dont étaient traités les Arméniens. Donc, là-dessus, je ne suis pas totalement d'accord sur le fait de dire qu'il y a une entente tacite. Non. Aujourd'hui, on a un vide, clairement, de leadership. Pendant des années, les maîtres du monde, c'était les Américains, en tout cas au Moyen-Orient, et les pétromonarchies du Golfe tablaient là-dessus. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, parce que le principal adversaire des États-Unis se trouve de l'autre côté, c'est en Chine. Et on l'a vu très bien avec d'ailleurs les taxes imposées à Pékin par Donald Trump, qui seront poursuivies par Biden, qui au passage entend également poursuivre cette politique de protectionnisme vis-à-vis des Européens. C'est pour ça que les Européens, je pense que Trump, ce n'était pas une exception, ce n'était pas un phénomène, c'était un phénomène assez incroyable, mais pour certaines de ces politiques, il n'a que confirmé et dit tout haut ce que les Américains faisaient depuis des années. Et en Méditerranée orientale, très intéressant ce qui se passe en Méditerranée orientale aujourd'hui avec la Turquie. Voilà, un mot de la Turquie. N'est pas d'accord avec le partage des eaux et donc des richesses qui ne lui confèrent pas grand-chose en vertu du droit de la mer, et du coup qui veut le contester en augmentant une politique un peu de fait accompli, en multipliant les escarmouches, y compris contre les forces de l'OTAN, alors qu'eux-mêmes sont une force importante de l'OTAN, contre la France. Donc aujourd'hui, en Libye, les Américains, on ne les voit plus. On a deux gouvernements, même s'il y a eu dernièrement des accords, mais on a deux gouvernements. Un gouvernement légitime qui, au passage, est soutenu par la Turquie, contre un gouvernement qui ne l'est pas, qui est soutenu par la France, donc du maréchal Haftar, la France, les Émirats arabes unis, la Russie, d'une certaine manière, via leur boîte privée Wagner et leurs combattants mercenaires. Donc, on a pardonnez-moi le mot, mais ce bordel monstre qui est, d'une certaine manière,
une conséquence de l'absence de règles. Et le fait, et ça c'est, je pense, le plus grave pour tous ceux qui sont en quête de justice, aujourd'hui, aujourd'hui, le droit international ne vaut plus grand-chose. L'ONU est complètement vidée de sa substance. Aujourd'hui, que ce soit avec, y compris les ingérences iraniennes au Moyen-Orient, mais même plus flagrant que ça, la colonisation israélienne, la guerre saoudienne au Yémen, même si celle-ci, au départ, il ne faut pas l'oublier, a eu un mandat de l'ONU, ce qui se passe en Libye, l'intervention contre Kadhafi en Libye, au départ, il ne s'agissait pas de soutenir un camp contre l'autre. Le Haut-Karabakh, il ne faut pas oublier que même si ça s'est terminé en faveur de l'Azerbaïdjan, au départ, c'est un territoire qui est occupé par l'Arménie. Enfin, l'absence de leadership clair et des Américains et même de l'ONU, qui est complètement bloqué par ses vétos, on l'a vu sur le conflit en Syrie. Aujourd'hui, on a, et c'est le symbole justement de ces États de non-droit, c'est la politique du fait accompli. C'est ce que certains appellent les États carnivores, c'est les formats ad hoc. Ce sont des processus ad hoc, comme le processus d'Astana, qui décide de l'avenir de la Syrie, où la Russie a un rôle prépondérant, l'Iran un peu moins, mais il l'est également, et la Turquie qui, en tant que dernier soutien affirmé de la rébellion, veut se tailler une part du gâteau. Mais qu'est-ce qui reste à la Turquie? Pas grand-chose, à part Idlib. Et comment ça va se terminer, Idlib? Où est-ce qu'on va mettre tous ces gens-là? Que va-t-il se passer justement de tous les réfugiés syriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qui le sont officiellement invités par Bachar el-Assad, mais on sait très bien dans quelles conditions ils sont partis. Et pour certains qui ne veulent pas rentrer, justement. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a peut-être une lueur d'espoir avec, en tout cas dans le discours, Biden. Voilà. Essayons de conclure sur une lueur d'espoir dans la région et plus particulièrement, est-ce qu'on peut donner une lueur d'espoir aux Libanais dans la nouvelle administration Biden? Qui veut redonner vie au multilatéralisme, aux organes, aux institutions internationales, même s'il faut quand même rappeler que les États-Unis ont toujours un rôle prépondérant et que ce soit sous les républicains ou les démocrates, parfois il faut beaucoup de forcing, donc ce ne sont pas forcément des règles toujours démocratiques, mais c'est quand même mieux que rien. Avec, je pense, quelque chose qu'on a oublié au cours des dernières années, ce qui en fait beaucoup rire, le respect des droits de l'homme, mais ça reste quelque chose d'important, ça reste quelque chose, à mon avis, de primordial, parce que, effectivement, sous Donald Trump, la prime a été donnée aux autocrates. Regardez ce qui se passe en Russie. Regardez ce qui se passe. D'ailleurs, avec la Russie, je pense, je vous invite à voir ce qui va se passer dans les prochains jours par rapport à Navalny, justement, un des principaux opposants de Poutine qui a décidé, alors qu'il a été victime d'un empoisonnement visiblement, vraisemblablement téléguidé par le Kremlin, qui est revenu, qui a été arrêté et qui a sorti un scoop sur la résidence à plusieurs milliards de Poutine alors qu'il est en prison. C'est quand même sacrément courageux. Ça, je pense que le cas Navalny sera un sujet de friction entre les États-Unis et la Russie, même si derrière, ces deux pays ont envie de poursuivre notamment leur traité sur le désarmement des armes nucléaires. Qui arrive à échéance bientôt. Donc je pense que le fait qu'il y ait quand même de nouveau certaines valeurs qui soient mises en place est primordial. Après, une dernière chose, moi si je peux parler personnellement, ce qui m'enchante quand même dans la région, y compris au Liban, c'est que de plus en plus, la jeunesse, et ce n'est pas un vain mot, mais la jeunesse aujourd'hui n'a qu'un objectif. À l'heure de la mondialisation, des réseaux sociaux, de tout ça, tout le monde a accès à l'information, y compris en Iran où c'est filtré, mais tout le monde a des VPN. Les jeunes commencent à avoir, même s'ils restent bien sûr sur des valeurs qui leur ont été inculquées, ont envie de vivre, de fonder une famille, d'avoir un travail. Il y a un regain aussi du nationalisme, que ce soit en Iran, en Irak, au Liban. On a entendu beaucoup au moment de la révolution au Liban. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé pendant des années justement de cette fracture sunnite, chiite. On se rend compte que c'est quelque chose en fait d'extrêmement politique. Ça joue un rôle, bien sûr, ça continuera à jouer un rôle, mais on a aujourd'hui des gens qui veulent prendre leur destin en main, et je pense que c'est ça le plus important, y compris en Iran. En Iran, je vous ai dit, moi je ne pense pas honnêtement qu'on soit à l'aube d'une révolution, mais il suffit de faire un tour en Iran. Et je vous invite, pour ceux qui peuvent y aller, à y faire un tour pour se rendre compte que c'est une population à des années-lumière de son régime et qu'à moyen terme, pas à court terme, mais à moyen terme, ça ne peut pas rester ainsi.
Ça ne peut pas rester ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des gens en Iran qui sont qualifiés, 70% de la jeunesse a moins de 40 ans, n'a connu que la révolution, mais est en train, d'ailleurs, c'est une donnée importante, je travaillais d'ailleurs là-dessus, je sens révéler les sujets sur lesquels je vais travailler, mais j'ai travaillé sur un sujet qui est l'irreligiosité et l'athéisme au Moyen-Orient. On est d'accord, c'est une minorité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les sondages, les études qui ont lieu dans ces pays montrent que de moins en moins de jeunes souhaitent un pouvoir confessionnel. De plus en plus de jeunes veulent une séparation claire, nette et totale entre le politique et le religieux. Et ces chiffres sont encore plus importants, même si c'est difficile de mener une enquête là-bas. Ils sont très importants au Maghreb, ils sont de plus en plus importants au Moyen-Orient, et ils connaissent une évolution assez fantastique dans certains pays qu'on ne soupçonnerait pas, comme par exemple l'Arabie Saoudite et l'Iran. Alors que dans ces deux pays-là, le fait de ne pas croire en Dieu ou de remettre en cause l'existence, officiellement, est une peine de peut être mort. passible de la peine de mort. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je vois les manifestations en Iran, quand je vois les manifestations en Irak, quand je vois les manifestations au Liban, elles ont un point commun. Nationalisme, non pas nationalisme comme à l'époque avant la Seconde Non, Guerre enfin, mondiale. au Liban, on dirait plus la souveraineté du Liban plutôt que d'utiliser le terme nationalisme. Je suis pas anti-américain, pas pro-américain, je veux juste vivre ma vie. Je suis contre les pouvoirs religieux, je suis contre la corruption, je suis contre le népotisme, je suis contre l'autoritarisme. Et ça, ce sont des valeurs que l'on retrouve au Moyen-Orient et même ailleurs. Et à l'heure de la mondialisation, ça quand même, il y a ce côté, c'est ce point commun entre tous ces pays-là. Ces jeunes-là ne voudront plus jamais reculer. Alors bien sûr, ils ne voudront plus reculer justement sur les droits qu'ils ont acquis. L'histoire est là justement pour leur rappeler toutes les difficultés, notamment les guerres qu'ils ont connues. Chaque État a son histoire particulière, bien sûr. Mais je vois là des convergences. Alors, on voit certains États autoritaires, puissants même, qui qui font tout pour contrer ces mouvements-là, mais c'est impossible. C'est impossible. Et à mon sens, ce sera impossible au Liban, qui ne peut prendre ce chemin-là, même si aujourd'hui le Hezbollah est quand même fort. C'est impossible en Irak, où j'ai discuté récemment avec un grand chercheur irakien qui me disait, vous ne savez pas à quel point les gens rejettent les partis confessionnels, notamment tous les partis chiites liés à l'Iran, les partis islamistes, même si ce n'est pas un islamisme à la Wilayat al-Fari à l'iranienne. Mais voilà, aujourd'hui, par exemple, notamment quand j'étais en Irak il y a quelques temps, voir l'ayatollah Sistani. Alors c'est différent parce que l'ayatollah Sistani, c'est le plus grand ayatollah chiite, en tout cas un des plus grands marjas, mais il est contre le système iranien où il y a une fusion du politique et du religieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, ces jeunes-là aujourd'hui qui manifestent, souvent pris de leur vie, c'est pas parce qu'il y a un vent de répression que cette mouvance, ce mouvement va se stopper, au contraire. Donc, sur le moyen terme, je ne peux être que, moi, optimiste quant à l'avenir de cette région, ce qu'il va s'y passer, avec, à mon sens, des paix qui doivent peut-être refléter des mouvements, des volontés populaires, même si c'est bien parfois que certains montrent la voie, certains dirigeants montrent la voie. Même si, encore une fois, je comprends. Moi, quand je revenais du Liban, j'étais à la fois émerveillé par ce sentiment de solidarité de ces jeunes et même de ces moins jeunes, mais en même temps effrayé par ce désespoir que je comprends totalement. Mais voilà, ce qui est arrivé est arrivé. C'est le désespoir qui a poussé à l'action aussi. Voilà. Pour revenir, parce qu'on a commencé sur l'Iran, terminé sur l'Iran, je disais justement en court terme que, effectivement, Trump a montré que sa politique était un échec. Mais vous savez, moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas pu me rendre en Iran parce que là, c'est très difficile pour les journalistes. Très, très peu de visas et d'accréditation qui sont donnés. Mais quand j'ai été la dernière fois, après un voyage personnel en 2018, Trump venait de quitter l'accord sur le nucléaire iranien, les sanctions étaient rétablies, la monnaie avait pris
des valeurs, enfin, c'était dévalué. Elle avait dévissé, oui, voilà. Voilà. D'une certaine manière, en tant qu'occidental, je m'excusais un peu auprès des Iraniens. Voilà, Trump, franchement, c'est chaud, le Muslim ban, tout ça. Et beaucoup d'Iraniens me disaient, mais attends, tu n'y es pas du tout, t'es supporter du régime iranien ou quoi là? Nous, notre problème, c'est pas Trump, c'est les mollahs. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il y avait quand même quelque chose d'habile dans ce qu'a fait Trump, c'est-à-dire que Trump poussait, affaiblissait le régime, même s'il ne l'a pas fait tomber, mais les Iraniens en voulaient avant tout au régime et pas aux Américains. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas d'Iraniens. Ce qu'on voit à la télé, les morts aux États-Unis, c'est souvent ce qu'on voit du coup dans la télé, ce que les Iraniens, la République islamique veut bien nous montrer, mais ce n'est pas la réalité de l'Iran. Donc, quand on voit cette dichotomie profonde entre jeunesse et État, c'est quelque chose qui n'est pas durable, qui peut l'être par la force, par l'histoire aussi, des révolutions qui ont déchanté, des guerres qui ont traumatisé les gens, mais ça ne peut pas rester dans la durée. Et aujourd'hui, on voit, et je terminerai là-dessus, c'est vrai que pour moi, qui suis un passionné du Moyen-Orient, on voit effectivement aujourd'hui dans les sondages beaucoup de jeunes Palestiniens, beaucoup de jeunes Libanais, beaucoup de jeunes Tunisiens, quand on leur dit où est-ce que tu veux émigrer, certains disent Occident, mais beaucoup disent je vais aller à Dubaï, je vais aller à Abu Dhabi, parce qu'on voit, c'est là qu'on voit les Instagrammeuses, tout ça, voilà, et comme ça, parce que je veux avoir un État, je comprends totalement. Et c'est vrai que quand j'ai été là-bas, mais ce sont des États tellement spéciaux qui font qu'il y a tellement peu en fait de locaux que c'est le monde arabe, mais c'est pas vraiment le monde arabe, quoi. On les voit pas du tout les locaux en fait. Exactement. Ou dans on ne voit que des étrangers ou des ouvriers dans des conditions atroces. Voilà. Aujourd'hui, quand on voit ces pays-là, on a le sentiment que ce sont eux qui ont repris d'une certaine manière le leadership du monde arabe. Sauf que pour moi, le monde arabe, comme je l'aime, bah, c'est les rues de Beyrouth, c'est les rues du Caire, c'est ces sentiments exacerbés, c'est, même si ce n'est pas le monde arabe, le monde, on va dire, musulman ou perso-musulman, c'est l'Iran. Et c'est ça le bonheur. C'est ça que j'adore, moi, dans cette région-là. C'est aussi les territoires palestiniens, où moi, j'ai jamais, c'est ça, quand j'ai été, ça m'a profondément marqué lors de mon premier voyage en Palestine, les territoires palestiniens, même si j'adore par ailleurs, je dirais, les Israéliens, je passe d'excellents moments en Israël, mais en fait, les Israéliens ne voient pas ce qui se passe de l'autre côté, autrement que ceux qui ont fait leur service militaire. Et moi, j'ai jamais été aussi bien accueilli et chaleureusement accueilli que par des gens dans la rue, à Ramallah, à Bethléem, à Naplouse. Donc, ces valeurs-là, ces choses-là, je ne peux être qu'optimiste pour la suite. Pas sur le court terme, mais sur le moyen terme. Alors, je suis désolé, j'ai été un peu en mode bisounours. Non, c'est passionnant. Merci beaucoup d'avoir fait ce webinaire avec nous et d'avoir passé autant de temps. On va finir sur une impression. Je sais que tu étais au Liban juste avant le 4 août. Si tu devais, de la manière dont tu as résumé la vie dans les territoires palestiniens, etc., si tu devais dire une chose qui t'a marqué au Liban, c'était en pleine révolution, sur la jeunesse. Qu'est-ce qui t'est resté en mémoire de plus joli de cette période? Alors, on s'éloigne complètement de Biden et du Moyen-Orient, mais finissons là-dessus quand même, sur une note jolie et agréable. Alors, ça va être une note jolie, parce que c'est directement, et là forcément, mes origines iraniennes reprennent le dessus. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué en Iran. En Iran au Liban, pardon, lapsus, vous voyez, je suis tellement à fond. C'est qu'à Dahieh, les gens étaient plus pro-République islamique d'Iran que partout en Iran où j'ai été. Première chose. Ou alors... Bon, ça c'est négatif. Une chose positive. Deuxième chose, c'est que quand j'ai vu le Liban, de tous ses aspects, que ce soit dans la banlieue de Dahieh, que ce soit dans le sud, Naroula, que ce soit dans des cafés plus chics voilà, au nord, en fait, je me suis dit, ça c'est lié au Liban, c'est alors ces gens-là, libres malgré tout de porter le voile, ces femmes-là, qui le portent le voile si elles le veulent, si elles ne le veulent pas, elles ne le portent pas, qui sont libres si elles veulent, qui sont libres de s'habiller comme elles le souhaitent. Je me suis dit, en fait, j'ai l'impression de vivre un retour vers le passé. Certains disent un retour vers le futur par rapport au film, mais je me suis demandé, est-ce que c'est ça l'Iran qu'ont vécu mes parents, l'Iran du Shah, qui était malgré tout au niveau social, pas politique, mais sociétal, beaucoup plus libre. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? J'ai eu vraiment l'impression de prendre une machine à remonter dans le temps
Et je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, purée, c'est incroyable. Comment est-ce possible que sur certains aspects, un pays comme l'Iran ait pu revenir dans le passé, être d'une certaine manière rétrogradé. Et je me suis dit, d'accord, le Liban, il y a des problèmes. D'accord, au Liban, il y a un pouvoir très fort qui est celui du Hezbollah. D'accord, en Iran, il y a quand même eu l'occupation israélienne, il y a eu la guerre contre Israël. Mais malgré tout, ces gens sont encore libres de s'habiller comme ils veulent. Ce n'est pas le cas en Iran. Ça m'a assez marqué. Ça m'a assez marqué. Deuxième chose, bon, un aspect plus libanais, c'est cette solidarité au moment de la révolution. Et une question, mais très naïve, très occidentalo-peut-être centrée, que j'ai posée, à savoir aux Libanais, mais pourquoi ça ne reprend pas? D'accord, il y a le coronavirus, il y a le Covid, d'accord, les gens ont des difficultés à joindre les deux bouts, mais la situation, on voit très bien qu'on a une classe politique qui est en train de patauger, essayer de s'en sortir, et qui jusqu'ici est devenue experte dans la possibilité de faire en sorte que rien ne change, mais ça, ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. Je sais qu'il y a beaucoup de Libanais qui sont en ce moment en train de quitter le pays, c'est dramatique, mais ce n'est pas durable. Et moi, je suis persuadé que tôt ou tard, ça recommencera. Les gens vont retourner dans la rue et il faudra à ce moment-là qu'il y ait autre chose de la part du pouvoir en place. Et j'ai été aussi inquiet parce que j'ai quand même le sentiment que qui dit, même si moi je pense que le Hezbollah n'est pas le seul responsable, parce qu'il y a plein d'autres partis politiques, c'est pas pour dédouaner le Hezbollah. Effectivement, le Hezbollah est un des partis qui a tout intérêt à ce que les choses ne bougent pas, même si c'est peut-être un des partis qui est le moins impacté et moins lié directement, en tout cas pour Hezbollah, pas pour Hamal dans la crise bancaire et dans l'argent qui a été récolté par tous ces gens-là. Mais j'ai eu une crainte quand même de voir la révolte se transformer en bain de sang avec, pour exemple, ce qui s'est passé en Irak et en Iran. C'est-à-dire que dans ces moments-là, à chaque fois que le pouvoir pro-iranien a vacillé, a été remis en cause, l'Iran, ou en tout cas ses affiliés, n'ont pas hésité un seul instant avant de tirer à balles réelles, ce qui n'est pas encore arrivé au Liban. Si c'est arrivé, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Pas dans ce sens-là. Donc voilà, bon, là pour le coup, c'est encore un ton négatif, mais je peux être optimiste quand je vois, enfin voilà, les préoccupations des Iraniens, des Libanais, ce sont les mêmes. Avoir un travail, fonder une famille et pouvoir vivre dans le pays qu'ils adorent. Voilà. Bon, on va conclure sur la note positive de la jeunesse qui a envie de vivre et qui, en tout cas au Liban, est clairement l'avenir du Liban parce qu'elle est beaucoup plus soudée que n'a été, beaucoup plus soudée et hors des confessions que n'ont été nos générations et les générations de nos parents. Armin, merci beaucoup de ce webinaire. Merci à nos auditeurs qui sont restés aussi longtemps avec nous. Je rappelle que le Comité France a deux réseaux sociaux qui sont Comité France Bloc National sur Facebook et Comité France BN sur Instagram et que l'ensemble de nos webinaires se trouvent sur la chaîne YouTube National Bloc pour nos anciens webinaires et celui-là, il sera dans quelques jours. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.